Ceux qui souhaitent découvrir des contenus inédits liés au podcast peuvent les trouver sur notre compte Instagram. Si vous avez envie de mieux me connaître, vous pouvez trouver des contenus plus personnels sur Telegram. Tous les liens au réseau sont disponibles dans la description. Je suis Lucas et ça c'est One More Time. Te cache pas, y'a rien. Ici, tu vois. Lucas, enchanté, ça va bien? Ouais, désolé pour l'attente. Moi aussi, je suis un papa comme toi et j'ai eu un petit contretemps. Je t'explique ce qui va se passer. C'est en noir et blanc et c'est le cadre parfait pour le genre de conversation parce que c'est profond. Ça m'a touché qu'un enfant de 9 ans perde sa mère. Si tu ne vis pas à travers toi, mais tu vis à travers les autres, c'est toujours, tu vas faire les choses en fonction d'eux. Alors que de base, il faut faire les choses pour soi. Tu vois, moi ça je l'ai compris après, parce qu'au début quand tu es petit, tu fais les choses à travers les yeux des autres, tu veux pas décevoir. Si en France, personne ne nous connaît, donc ça a été un privilège que les personnes publieront dans cette première saison aient accepté de devenir. On a simplement posé les questions en montrant les fréquences qu'on aurait touchées pendant l'interview pour voir si la personne était disponible et si elle avait ce côté émotif pour parler d'elle-même, et ça a bien marché. Disons que Claude, je le vois très hermétique. Mais une personne qui perd sa maman à l'âge de 9 ans, il doit absolument apprendre à se créer une belle carapace. Voilà, donc maintenant je vais faire ce que je fais tout le temps, je pars dès le début, mais je veux rentrer dans les détails de l'homme, de l'humain, de la personne qui sait s'émouvoir. On y va. Top. Belle allée. C'est pas que j'aimais bien, mais c'est que je défiais les règles un peu. J'estimais que j'avais pas de règles en soi. La seule règle que j'avais, c'était d'être comme j'avais envie d'être. Ça veut dire que si j'avais envie de faire quelque chose de dangereux, c'était ma décision, je le faisais. Et des fois, quand t'as pas le choix, c'est toujours dans les moments où t'as pas le choix que les aventures, c'est ta plus grande force d'expérience et ton plus grand apprentissage, il passe de là. Quand t'as pas le choix, t'es face aux obstacles, et soit tu les subis, et dans ces cas-là, après t'as les conséquences qui vont avec, soit tu les affrontes, et puis après, forcément ça passe bien. Et le moment le plus dur pour moi sur la première aventure, c'est que chaque jour je maigrissais beaucoup, et moi déjà je suis pas bien épais, je pars à 73 kg, 1m84, et là à un moment donné je me regarde, tu vois, je vois plus de cuisse, cette différence avec mes mollets, mon short je suis obligé de mettre des cordes pour le tenir, enfin c'est n'importe quoi, et en fait je me vois mourir. Alors Claude, je suis vraiment content que tu sois là. Merci de m'accueillir. J'ai regardé ta pré-interview, j'ai regardé des autres choses que tu as racontées. J'aimerais rentrer dans des détails. Le format, il commence dès le début. Ça veut dire que je vais te demander, comme première question, de me dire quand tu es né, donc quel âge tu as, dans quelle ville et surtout dans quel contexte familial. Et par rapport aux étapes que tu as bien racontées partout, je te demanderais quels t'ont laissé, comment tu les as affrontés. C'est clair que tu vas me parler avec du recul, mais j'ai besoin que tu te cales dans l'âge que tu avais quand ça s'est passé, même pour te rendre compte toi-même, vraiment qui tu es, tes racines, comment elles ont eu un impact dans ta vie adulte, pour arriver à aujourd'hui, bon, t'es hyper jeune, mais pouvoir faire voir à tes enfants, ouais, bon, moi je dis hyper jeune parce que j'ai 48 ans, donc tous ceux qui ont moins de 48 ans, non, mais t'en as combien? On y va avec la première question. 45 ans. 45 ans. Alors donc t'es né dans quelle année? 79. 79, et t'es né à Paris? Je suis né à Aubervilliers dans le 93, oui, une banlieue proche de Paris, juste à côté. Raconte-moi ton contexte familial. Alors moi, j'ai grandi dans un contexte familial, je pense, assez classique. Famille de classe moyenne, je pense. Mon père avait une boucherie, il avait sa propre boucherie, donc gagnait bien sa vie. Ma mère était mère au foyer, avec pas la nécessité de travailler parce que mon père gagnait suffisamment. Donc élevé avec ma sœur, 2 enfants. Mon père plus âgé que ma mère, quand même. C'était un deuxième mariage. Mon père avait déjà eu un premier mariage, une première femme avec 2 enfants qui sont mon demi-frère et ma demi-sœur que je connais pas forcément plus que ça. Je les connais, mais on se côtoie pas. Et donc un écart d'âge quand même qui fait que voilà, il avait suffisamment de maturité pour tenir le foyer aussi à lui seul. Donc on partait en vacances à chaque vacances. Voilà, on avait une vie plus normale, j'ai envie de dire.
Et il avait quel âge quand il t'a eu, ton père? Il m'a eu à 45 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui, je pense. Ouais, la même chose pour moi. Ma maman avait 19 ans et mon papa avait 45 ans, plus ou moins, quand je suis né. Donc, je comprends. Et après, ça a créé, quand j'ai grandi, des grandes différences parce qu'on était vraiment très, très loin. Et bien sûr. Et moi, je suis l'aîné. Donc, il a eu à 50 ans le deuxième, à 55 ans le troisième. Et il était vraiment, il avait trop d'écart par rapport à la génération qu'on était en train de vivre. Et voilà. Ah, j'ai toujours dit ça. C'était une génération totalement différente. Mon père, il a commencé à travailler à 13 ans. Voilà, il a été élevé par ses grands-parents. Il a connu la guerre aussi après la guerre d'Algérie. Enfin, il a bossé très jeune, donc en vrai, c'est pas une génération comme la nôtre aujourd'hui. Les papas d'aujourd'hui, c'est pas les papas de l'époque. On a beaucoup plus de proximité avec nos enfants, et c'est pas la même chose. Une génération d'écart quand même, c'est beaucoup, je pense, entre les enfants et les parents. Je demande toujours à tout le monde le rapport qu'ils avaient avec les câlins quand ils étaient petits. Ça veut dire si tu t'es senti aimé et de quelle façon t'as été aimé. Ils te prenaient dans leurs bras, ils t'embrassaient. Parce que nos parents, mon père dans mon cas, parce que ma mère était très jeune, arrivait d'un milieu où c'était pas comme ça qu'on donnait de l'amour. Donner de l'amour à ses enfants, c'était mettre de la nourriture sur la table, te donner un toit, te donner un lit. Mais tu peux briser la chaîne. Et tu peux faire un switch, un déclic, tu peux complètement changer, volontairement ou involontairement. Avant que tu me répondes à cette question, dis-moi les noms de ta famille. Donc ta maman, ton papa, ta sœur, t'as une grande sœur? Ouais, une grande sœur, ouais. Ton demi-frère et ta demi-sœur, tu les considères comme des frères et sœurs ou t'as jamais eu ce rapport? Non, j'ai jamais eu ce rapport. De toute façon, c'était un premier mariage. On n'a jamais eu de contact spécifique avec eux. Donc, en soi, la seule fois où je les ai revus, c'est après quand mon père est décédé au niveau des testaments, etc. Donc, on se connaît pas plus que ça. Moi, j'ai rien contre eux, mais j'ai rien non plus qui m'attache à eux au final. Donc, j'ai pas cherché non plus à créer une famille plus élargie ou quoi que ce soit. J'en ai pas la nécessité et pas l'envie au fond de moi, je pense non plus. Sinon, je l'aurais fait. Comment ils s'appelaient tes parents? Mon père, il s'appelait Robert et ma mère Liliane. Ta grande sœur? Elisabeth. Et comment c'était ton rapport avec ton père et après avec ta mère par rapport aux câlins? C'est vrai que les câlins, c'était pas forcément quelque chose de naturel, en tout cas dans le sens où il n'était pas demandeur de le faire, mais il a toujours pris soin de nous aussi. Et quand j'ai des souvenirs, ouais, on partageait plein de choses quand même. Hein, quand il avait un peu de temps le week-end ou quand il était avec nous, moi, je me souviens avoir joué au foot et il partait de temps en temps en vacances avec nous. Donc non, j'ai quand même le souvenir d'une personne accessible, etc. Mais c'est vrai que si je devais comparer aujourd'hui avec mon cas à moi, ça n'a rien à voir. On est sur deux choses totalement différentes. Moi, je suis demandeur, je passe beaucoup de temps à leur en faire, je suis très démonstratif et je leur répète très souvent que je les aime. Mais c'était pas le cas de mon père forcément. Mais ça peut se comprendre par rapport justement à cet écart de génération et comme tu l'as dit avec ton propre papa à toi aussi, c'était pas dans les mœurs de passer du temps comme ça avec les enfants. C'était le travail avant tout, combler justement peut-être le manque d'affection au foyer par justement ce que pouvait apporter en tenue du foyer. Donc ouais, non, après avec mon père, si je voulais un câlin, il me le faisait, mais il venait pas naturellement me le faire directement. Et en parlant de foyer, ta maman, qui était complètement dédiée à sa famille, donc elle travaillait pas, elle avait plus de temps pour vous. Comment elle était par rapport à l'amour et au câlin? Ma mère, de toute façon, c'est celle qui tenait le foyer. Donc, comme ça, oui. Ma mère, très fort caractère, d'origine italienne. C'est elle, évidemment, qui menait tout le monde. Tout le monde est au garde à vous à côté d'elle. Donc, non, mais elle, maman aimante aussi, qui gérait tout. Maman moderne, je pense, pour l'époque. Et si elle avait décidé quelque chose, fallait que tout le monde fasse comme elle avait décidé. Donc c'était le boss à la maison? C'était le boss, clairement. Chez moi aussi, ma femme c'est le boss. Donc aujourd'hui, ma femme c'est le boss aussi. Ouais, je le dis tout le temps comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Ambiguïté, quiproquo, ça. Voilà. Et à un certain moment, à l'âge de 9 ans, quand toi tu as 9 ans, ta maman a une grave maladie, ou je sais pas si elle avait une grave maladie depuis déjà longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Pas depuis si longtemps que ça. Ma mère était très suivie par un gynécologue aussi, et lors d'un examen, il lui annonce qu'elle a un cancer de l'utérus. Donc pour l'époque, c'est un cancer quand même qui se soigne relativement bien, avec un bon taux de réussite. Mais bon, ma mère, elle avait aussi cette vision de faire les choses comme elle l'entendait et de la manière dont elle voulait les faire. Et elle imaginait que par la méthode douce et les méthodes naturelles,
Elle s'en sortirait, donc elle a refusé l'opération. Ça, c'est forcément ce qu'on m'a rapporté, ce qu'on m'a dit. Moi, à cette époque-là, on était un peu préservé de tout ça et on n'était pas forcément au cœur des discussions. En tout cas, on n'y participait pas. Et donc elle a pas voulu se faire opérer. Donc elle a dit à son gynécologue non, avec la matière douce, avec les manières douces, je m'en sortirais. Donc cure de raisin. Mon père, il a vendu sa boucherie à l'époque pour pouvoir aller en Suisse récupérer des machines toutes nouvelles qui mettaient de l'ultrason. Enfin je sais plus. Enfin, on avait tout un tas de machines à l'époque qui semblaient sorties de l'espace. Et puis donc ça a continué comme ça, et puis son état s'est dégradé assez vite quand même, parce qu'au bout d'un an, quand elle a décidé, quand ils ont fini par la convaincre de se faire opérer, bah, c'était déjà en phase très avancée, et c'était terminé. Donc voilà. C'est passé comme ça assez rapidement quand même, entre le moment où ça a été découvert et le moment où elle est partie. Il s'est pas passé plus d'un an. Et le jour où ça se passe, qui est-ce qui te parle et qu'est-ce qu'ils te disent? Ah, j'ai pas trop souvenir. Je sais qu'on était vachement protégés, à tel point que la sœur de ma mère, ma tante, elle n'a pas voulu elle nous a protégés en nous emmenant pas à l'enterrement. Voilà, donc je pense qu'ils ont tout fait pour me garder un peu innocent de tout ça. Et au final, c'est pas plus mal. Ça m'a peut-être empêché d'avoir des séquelles psychologiques, ou je sais pas, d'avoir Aujourd'hui, je suis bien parce que justement, peut-être on m'a protégé. Je m'en ai voulu à un moment donné de lui dire, mais si à l'époque vous m'aviez mis devant le fait accompli, peut-être que moi, ma mère, je l'aurais pu la convaincre de se faire opérer, elle serait encore là. J'ai eu cette petite période là où je me suis dit, est-ce que je peux leur en vouloir, etc. Est-ce que je dois trouver un fautif ou pas? Et au final, avec le recul au jour d'aujourd'hui, mais non, l'histoire elle est écrite comme ça, c'est qu'elle devait s'écrire comme ça. En fait, j'ai jamais aimé trop cette phrase de me dire, elle voulait pas se faire opérer. Et je vais dire, comment ça, elle voulait pas se faire opérer? En vrai, t'as des enfants et tout, vous avez pas réussi. Moi, je me suis toujours dit avec le recul, comment vous n'avez pas réussi à la convaincre en vrai de se faire opérer? Et c'est au final. Tu peux pas obliger les gens à faire les choses qu'ils veulent pas faire. Et ça, tu l'apprends au fur et à mesure de ta vie. Donc aujourd'hui, évidemment, j'en veux à personne, parce que ça ne sert à rien de juger un acte qui s'est passé et puis qui dit que j'aurais fait mieux ou pas. Donc ça, on ne sait pas. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, je suis content qu'on m'ait préservé. Je sais pas si je ferais la même chose si j'avais été aujourd'hui dans le même cas de figure avec mes propres enfants. Mais en tout cas, je me pose pas trop cette question parce qu'elle est pas d'actualité. Mais c'est vrai qu'on peut toujours essayer de repenser et de retrouver une nouvelle solution, un acte qui est déjà passé. Et s'il est passé, il s'est fait comme ça, c'est qu'il s'est fait comme ça. T'avais 9 ans, donc t'es à l'âge de mon fils plus petit, 2015, de ton fils Andrea le plus grand. Donc comment t'as vécu à partir de ce moment-là? Ouais, alors quand ça t'arrive, c'est t'as l'impression que ton monde autour de toi il s'effondre, hein. Franchement, ma maman c'était mon repère, moi j'étais le fils on dit le fils à papa, moi j'étais le fils à la maman, tu vois. Le petit dernier. Donc au final, je pense que moi ce que je voulais, c'était surtout disparaître, qu'on me voie pas. Ça veut dire que je voulais pas qu'on vienne s'apitoyer sur mon sort, qu'on me répète sans arrêt ah mais le pauvre, il a perdu sa maman, alors ceci ça là la chape j'ai toujours, moi, je veux pas qu'on charge la mule, en fait. Ta souffrance, n'en rajoute pas, en fait. Plutôt comme moi, je fais aujourd'hui des actions pour aller voir les enfants à l'hôpital, avec des associations. J'essaie toujours de les faire rigoler, j'essaie toujours de positiver, et je les remets jamais face à leur maladie, parce qu'en fait, ils savent déjà qu'ils sont malades. Donc, pourquoi tu vas reparler de ça? Ça ne sert à rien. Et c'est pareil un peu, quand t'es enfant comme ça, t'essaies d'esquiver, qu'on te voie pas, et puis, tu te mets autour et t'essayes à chaque fois de te faire oublier, et puis t'écoutes, et voilà, c'est tout, c'est jusqu'à temps que ça passe. Tu as dit à mes auteurs dans la pré-interview que tu vas vivre seulement avec ton papa, parce que ta sœur va vivre avec ta tante. Oui, ma tante, la sœur de ma mère, décide d'alléger aussi mon père, parce qu'il se retrouve avec 2 enfants, il travaille beaucoup, ça sera pas évident forcément pour lui, on est quand même assez jeune. Moi j'ai 9 ans, ma sœur elle en a 11, donc ma tante prend ma sœur avec elle chez elle, elle me demande si je veux y aller aussi, parce que ma tante a pas d'enfant. Et puis voilà, donc moi, je veux rester avec mon père parce que je pense que à l'époque c'est mon lien encore, mon dernier lien réellement du foyer. Et puis t'as toujours 9 ans quand ça se passe. Ouais, j'ai toujours 9 ans, donc je prends la décision de rester. Moi, je dis à ma tante, je veux pas venir.
Je reste avec mon père. Ma sœur est pas loin, hein. Ils sont dans le même quartier, un peu plus loin, donc je les vois le week-end, j'y vais le week-end. Mais c'est vrai que je veux rester avec lui parce que ça me semble naturel en fait. Je vais pas abandonner et partir du foyer comme ça pour trouver peut-être une herbe plus verte ailleurs. L'herbe verte, on va la faire pousser chez nous. En vrai, et non, je suis resté avec mon père fidèle. Comment il a réagi ton père? C'est-à-dire comment il a vécu après? Il était seul, il était fort, il était souffrant. Comment il était à ton regard? À mon regard, c'est sûr que mon père, déjà, il avait déjà un énorme vécu. Il avait déjà fait un premier mariage. Je pense qu'avec ils avaient 19 ans d'écart avec ma mère. Donc forcément, au fond de lui, il pensait partir avant ma mère. Donc ça doit être étrange. Et aujourd'hui, demain, moi, si je supporterais pas de partir. Après ma femme, je préférerais partir avant. Tu sais, tu veux pas laisser, tu veux pas garder une peine comme ça. Enfin, ça me semble normal. Et au final, donc, il s'attendait pas à ce que ma mère un jour parte avant lui. Donc, mon père travaillait beaucoup. Ta mère avait 30 ans. Ouais, une trentaine. Elle avait exactement 30 ans. Et je disais souvent à ma tante, elle me disait comment ça se passe à la maison. Je dis c'est tout noir ou tout rose. C'est tout noir ou tout rose parce que tout noir, parce que quand il voulait un peu oublier, il buvait un peu et dans ces cas-là, c'était pas de gaieté à la maison. Et puis quand c'était tout rose, ça veut dire qu'il était en pleine possession de ses moyens. Il essayait de tenir le foyer comme il faut et puis il était cool. Mais il y avait cette contrebalance. Et je pense que, après, c'est difficile. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, quand t'es âgé, tu te retrouves veuf, alors que t'as eu un premier mariage, que t'as des enfants et tout, que tu bosses beaucoup. Il avait aussi, après, peut-être d'autres soucis avec son travail. Tout cumulé, est-ce qu'on n'a pas en droit d'avoir des faiblesses? C'est la grande question aujourd'hui qui maintenant me donne des réponses. Mais c'est vrai que moi, je disais, je comprends pas, un jour c'est rose, un jour c'est noir. Il buvait pas avant le décès de ta maman? Il a toujours, je pense, été un bon vivant, mais je pense que la boisson, c'était aussi un refuge. Je pense que les gens qui ont des soucis, il leur faut. Tu l'as jamais bu dans un excès? Non, je l'avais jamais vu dans un excès, non. Et quand vous étiez seul, tu l'as bu dans des excès? Oui, forcément, je rentrais, je savais très bien. Quand ça balbutiait, quand c'était pas fluide, je savais qu'il était pas sobre. Donc, moi, j'esquivais, j'allais dans ma chambre. Généralement, je voulais pas peut-être rencontrer un conflit inutile parce qu'il était pas dans un état suffisant pour pouvoir analyser tout ça. Donc, j'esquivais, voilà. Mais ça se passait bien parce que finalement, je respectais son espace, il respectait le mien. On a grandi ensemble comme ça, sans jamais empiéter l'un sur l'autre, et tout en se respectant l'un et l'autre. Donc en vrai, moi j'étais cool chez moi. Il y a jamais eu un moment quand vous étiez tout seul où tu le voyais fragile et t'allais vers lui et t'allais le serrer dans tes bras, comme les enfants savent faire avec leurs parents? Il a déjà pleuré, mon père, et ça me faisait bizarre quand il pleurait. Il pleurait quand je parlais de ma mère, donc ça c'était clair. Donc c'est pour ça que j'évitais d'en parler, parce qu'à chaque fois je le voyais faible, et je voulais pas le mettre dans cette situation-là en vrai. D'accord. Et il travaillait beaucoup? Ah oui, il bossait beaucoup, il se levait à 5 heures, il commençait le taf, je pense, à 6 heures. Il terminait, il était peut-être 8 heures le soir, donc je le voyais pas forcément beaucoup, mais comme je dis, ça m'arrangeait aussi. J'avais pas de compte à rendre, j'avais une autonomie qui était une totale liberté pour un gamin de 9 ans, 10 ans, enfin c'était... Je faisais tout seul. Je me suis vraiment senti autonome très vite. Ma question c'est, il se levait à 5 heures du matin, il allait bosser, et qui t'amenait à l'école à 9 ans? J'allais tout seul. Il y a personne qui m'emmenait à l'école. C'était en face de chez toi? C'était pas très loin, on pouvait y aller en marchant. J'avais les clés de la maison, voilà. Je pense qu'il m'a fait confiance par défaut, parce qu'il avait pas le choix. Et puis, de toute façon, moi, j'étais quand même un gamin qui écoutait. J'avais eu une bonne éducation avant le décès de ma mère. C'était carré. J'ai jamais été un enfant qui faisait des problèmes. Donc, au final, il m'a confié les clés très vite de l'appartement. Il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Voilà. Il n'y a pas de téléphone portable à l'époque, il n'y avait rien. On partait de chez soi. On disait fallait rentrer à telle heure, c'était l'heure. Donc j'avais une autonomie qui est arrivée comme ça très vite, par obligation, mais qui me convenait aussi. Qui te faisait à manger à 9-10 ans? Généralement, il préparait aussi beaucoup. Mon père était un bon cuisinier. C'était un bon cuisinier. Il préparait à chaque fois des plats en conséquence. Il y a toujours un peu à manger. Après, j'ai appris avec lui à faire la cuisine un peu, donc je pouvais me débrouiller aussi. Qu'est-ce qui comblait tes silences? Parce que tu étais très seul. Tu as dit, j'arrivais à la maison, je voyais mon papa qui était dans la nuance noire, donc ça dépendait des jours, et j'allais dans ma chambre, je voulais pas avoir de conflit et même pas trop d'échanges, d'interaction. Et donc tu étais très solitaire.
Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans ta vie? Il y avait un arc-en-ciel dans ta vie? Il y avait de la couleur? Il y avait, Oui. il y avait des amis? Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui allait vers les gens. Donc moi, à l'école, j'ai toujours eu beaucoup de copains. J'ai toujours eu la parole facile, le contact facile. Sur ça, il n'y avait aucun souci. J'avais une bonne dose d'amis. J'avais un bon lien social. Et après, oui, j'ai rencontré cette période-là dans une école où j'étais à côté. Ça faisait 2 ans qu'on avait emménagé dans cet appartement-là. J'ai rencontré Marco, un pote à moi, qui est devenu un peu mon frère, que j'ai pas eu, et qui est italien, voilà, famille d'Italiens. Et avec son père Francesco, qui était un immigré, qui était venu, qui avait fait de la pizza, qui avait fait taxi. Et sa maman Carmela, donc que je vois toujours aujourd'hui, que je considère comme ma deuxième maman. Et ils m'ont pris un peu, voilà, comme un petit poussin là qui est tombé du nid, on sait pas à qui il appartient. Et ils venaient le week-end. Et tous les week-ends, j'étais chez eux. Je passais ma vie chez eux tout le temps. Donc t'allais plus chez ta sœur et ta tante? Je vais plus chez ma sœur, ma tante. Je passais tous mes week-ends ensemble. C'était le frère qu'il avait jamais eu. Et moi, c'était le foyer un peu idéal où il y avait pas de problème, où ça roulait, qui m'apportait une stabilité. Et donc voilà, on s'y retrouvait comme ça. Ton père était jaloux du rapport que tu avais avec ses parents ou il était content? Je pense qu'il était content, ça devait le décharger aussi d'une... Vous en avez jamais parlé? On en a jamais parlé, mais je pense que lui, au contraire, je pense qu'il... en tout cas, moi, à sa place, j'aurais été content que mon fils passe du temps chez des gens de bonne famille en plus. Il connaissait Marco, il connaissait tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Des fois, Marco venait à la maison. Marco, c'était ton meilleur pote? Mon meilleur pote, ouais. Et vous êtes restés meilleurs potes pendant combien de temps? On est encore meilleurs potes aujourd'hui. Ok, donc ça s'est jamais interrompu? Ça m'est interrompu. Je suis le parrain de ses 4 enfants, et même s'il habite loin, il habite au Canada. On s'appelle peut-être une fois de temps en temps, mais pas régulièrement, mais on est toujours là. En tout cas, moi, s'il appelle demain, il est venu chez moi cet été. En tout cas, voilà, y a pas besoin de s'appeler pour savoir qu'on a un lien fort, lui et moi. Comment tu grandis? On arrivera à Koh-Lanta après, mais pour moi, Koh-Lanta, c'est synonyme par rapport à toi de résistance, force, sport, préparation. Donc, quand est-ce que le sport arrive dans ta vie? Le sport, il a toujours été là. Moi, j'ai toujours marché au physique. Ton papa était sportif? Pas du tout. Mon papa était pas sportif du tout, mais il avait un bon gabarit, il était costaud. Mais non, j'ai pas été forcément. J'ai pas eu une passion. Je touchais un peu à tous les sports. J'avais un grand goût de découverte. Je pensais avoir au bout de 2 ans découvert le sport dans ses grandes largeurs, donc j'en faisais un autre. Chose qui est totalement faux au jour d'aujourd'hui, mais je voulais faire plein de sports différents, donc j'ai touché à tout. Et surtout, moi, j'ai toujours marché au physique. Marco, lui, c'était la tête. Moi, j'étais les jambes, par exemple. C'est ce qu'on se répétait souvent. Ça veut dire, on se complétait bien, voilà. Lui, c'était les études. Il était fort là-dessus. Moi, j'étais fort dans le physique, dans le sport. Donc, voilà, on s'était trouvé. Il y a un sport que tu as fréquenté pendant beaucoup d'années quand tu étais adolescent? Oui, j'ai fait l'escalade, etc., l'athlétisme, mais j'ai fait aussi beaucoup de rugby. Via Marco, parce que Marco joue au rugby. Donc, c'est aussi grâce à lui que j'ai découvert ce sport-là. On a joué en équipe, j'ai joué de poussin 2e année jusqu'à junior 1re année, donc j'ai joué quand même pas mal d'années, jusqu'à temps que je me blesse suffisamment pour que mon médecin me dise, écoute, à un moment donné, il y a des sports, on sait qu'ils sont pas pour nous, et voilà, je courais vite. Ça, c'était cool, mais si on m'attrapait, on pouvait me faire mal, parce que j'étais pas forcément le gabarit le plus costaud. Je voudrais savoir si dans ton adolescence, ok, t'avais Marco, t'avais tes copains, t'étais expansif, mais t'avais quand même un côté, cette nuance noire de laquelle t'as parlé par rapport à ton papa. Est-ce que ça t'a fait monter de la rage que t'as toujours gardé en toi-même? Et ma question, elle arrive, les bagarres ou ta façon de l'exprimer? Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr, mais tu l'as dit, c'est tout à fait ça. C'est la bagarre. Moi, j'étais un bagarreur et j'étais tout le temps en train de me bagarrer pour. Ouais, peut-être que c'était ma façon à moi inconsciente de libérer mes frustrations, mais si déjà on se prenait le chou et puis que t'avais on va dire la malchance de citer ma maman dans cette histoire, déjà c'était sûr que ça partait en bagarre, et après ouais, peut-être j'ai eu ma période aussi où j'aimais bien c'est pas que j'aimais bien, mais c'est que je défiais les règles un peu. J'estimais que j'avais pas de règles en soi. La seule règle que j'avais, c'était d'être comme j'avais envie d'être. Ça veut dire que si j'avais envie de faire quelque chose de dangereux, c'était ma décision, je le faisais. Et c'est bête à dire aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai fait des trucs cons en vrai. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de bêtises, beaucoup de trucs insensés aussi.
Pourquoi? Je sais pas, pour m'affranchir des règles, pour peut-être me faire reprendre, qu'on puisse me remettre dans le cadre, je sais pas. Par exemple, une connerie? Bah, j'allais souvent à la ferme. Mes grands-parents avaient fait une maison en Franche-Comté, dans l'est de la France, où j'allais avec mes parents à l'époque. Et moi, je passais toutes mes vacances à chaque fois dans la ferme où j'avais mon parrain qui était là-bas. Une grosse ferme avec beaucoup d'hectares, des animaux, des céréales et tout. Donc vraiment un espace où des gros tracteurs, etc. Et je prenais les tracteurs, je démarrais le tracteur, j'allais me promener en tracteur. Mais une fois, j'avais pris un tracteur. Sans avoir la permission. Évidemment, sans avoir la permission. Il laissait toujours tout ouvert, les portes étaient toujours toutes ouvertes, les portes des voitures et tout, et puis il laissait toujours tout traîner, et moi je ramassais les pièces qui traînaient dans les voitures, comme ça, des trucs, mais quand t'es gamin, je sais pas pourquoi aujourd'hui, avec le recul, je me dis ouais, forcément c'était pas bien, c'est ça, mais sur le moment, c'est l'adrénaline de faire quelque chose, tu sais, qui est interdit, mais tu le fais, c'est pas pourquoi. Quand t'étais à la recherche d'un périmètre de règles, comme tu disais maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu respectais, que tu écoutais? Ma vraie question, c'est une autre. Je voulais savoir si dans cette période un peu rebelle ou de liberté, sans vouloir avoir de limites, mais en t'écoutant, est-ce que t'écoutais les autres? Écouter les autres, ça veut dire pas seulement quand ça te convient, mais... Non, bien sûr. J'ai jamais été rebelle avec les gens, en fait. Ça veut dire que j'ai toujours respecté les adultes, quel qu'il soit. J'avais Janine, c'était un peu comme ma grand-mère, même si elle n'était pas officiellement ma grand-mère. Si elle me disait quelque chose, je le faisais directement. N'importe qui pouvait me dire quelque chose, je l'aurais fait. J'étais rebelle avec moi, avec la règle, mais pas avec les adultes. Les adultes, je les ai toujours respectés. Je savais que on me donnait le bon Dieu sans confession. Moi, dès que j'avais une tête de gentil, j'avais une histoire qui peinait les gens. Donc au final, je passais bien partout et j'avais des facilités. Alors je dis pas que des fois j'en jouais pas, mais j'ai toujours eu un grand respect par rapport aux aînés, et ça tout du long, ça c'est sûr et certain. Tes études, tu les termines, qu'est-ce que tu fais? Ouais, les études, forcément après le décès de ma mère, j'ai pas le cadre à la maison pour rester derrière moi. Moi, je suis quelqu'un qui j'ai besoin. Tu faisais tes devoirs tout seul dès l'âge de 9 ans. Oui, mais au final, je les survolais. C'était pas ma priorité. Alors que je sais que si j'avais eu ma mère, elle était à côté de moi, les devoirs, je les aurais faits et j'aurais continué. Donc les études, j'en aurais faites parce que j'étais plutôt un bon élève. Sauf que là, j'ai plus cette obligation, en tout cas, de les faire parce que quelqu'un m'oblige à les faire. Et pour moi, c'est pas la priorité. J'ai pas envie. En fait, je sais pas. J'ai un trou vraiment entre mes 9 ans et mes 13 ans. Je sais pas trop vraiment aujourd'hui. Vraiment, c'est un peu comme un blackout. Je sais pas trop. Moi, on me raconte j'ai de la famille qui me disent un peu deux trois choses, mais j'ai pas. Mais t'as pas la mémoire de ce qui s'est passé. Non, aucunement. Donc c'est vrai que les études, je les ai laissées un peu passer. Je faisais le minimum pour être tranquille, pour pas que vraiment on m'embête et pour passer. Mais voilà, c'est sûr que j'aurais pu faire beaucoup plus. Et tu finis tes études en passant ton bac, qu'est-ce que tu fais? Non, pas du tout, je fais pas jusqu'au bac, justement. Tu t'arrêtes avant. En troisième, je sais que là, on me dit, à Claude, etc., maintenant, si tu veux aller en seconde, il faut redoubler la troisième déjà. T'avais jamais été renvoyé avant? Non, j'avais jamais redoublé une classe. Aujourd'hui, ça devient naturel, mais à l'époque, ça l'était pas, et c'est pas forcément bien vu de redoubler, de repasser une classe. Aujourd'hui, c'est même plus monnaie courante qu'à l'époque. Mais moi, à l'époque, je prenais ça un peu comme un affront de me dire, tu redoubles, tu passes pas, et tous mes potes partaient, moi je restais, et au final, j'ai dit non. Le conseiller d'orientation m'a proposé une alternative de trouver un métier manuel et une filière professionnelle, et je trouve que c'est bien, et en vrai, on le propose pas suffisamment aux jeunes. Justement, ça t'apprend des métiers. Parce que oui, évidemment, ça t'apprend un métier et jeune, et ça c'est important. Et tu prends pas sur le tard. Donc moi, je savais pas trop quel métier j'allais choisir. Je réfléchissais. J'ai le frère de mon père qui travaille en restauration, qui était directeur d'un restaurant dans un grand palace dans le sud de la France, donc un très bon poste. Et j'avais été chez lui pendant cette période-là, un peu après le décès de ma mère, et je me suis dit bon voilà, je vais faire un peu comme lui. Si j'aurais toujours un métier, j'aurais toujours de quoi manger, parce qu'en restauration tu manges toujours, c'était la base, et puis j'aurais toujours de quoi travailler, parce que les restos il y en a partout. Donc au final je m'étais dit c'est ça que je vais faire, et donc on m'a suivi. J'ai jamais personne qui m'a vraiment orienté sur autre chose. Ma tante, quand elle me disait qu'est-ce que tu vas faire, je fais de la restauration, elle m'a dit bon d'accord et tout le monde a toujours été dans mon sens. Tu demandais pas un avis à ton papa? Non,
Non, parce qu'après, j'ai toujours pris toutes mes décisions. Donc non, là, ça me semblait bien. C'est même moi qui ai fait mes inscriptions. C'est même moi qui suis allé acheter ma première cravate. Tu vois, donc en vrai, non, j'ai toujours été très à cheval sur le fait que ce soit ma décision et pas celle des autres. À propos d'acheter, ton papa te donnait de l'argent de poche ou tu faisais des petits boulots quand tu étais petit? Non, j'avais, voilà, il savait que j'étais en restauration, qu'il fallait que j'ai une veste, etc. Donc il m'avait donné l'argent pour que je puisse l'acheter. Mais non, je travaillais pas à côté, non. Donc tu fais ce parcours à 16 ans? Oui, à 15 ans, je rentre en BEP CAP hôtellerie-restauration. Je fais 2 ans, donc là où j'obtiens mes 2 diplômes. Ça se passe plutôt bien aussi. Mais entre-temps... T'aimes ça? Ouais, j'aime bien, ça se passe bien. La restauration, en plus, c'est un métier de contact. Moi, j'aime les gens. Là, je suis dans mon élément. C'est un métier aussi où tu peux vraiment échanger et faire plaisir. Moi, j'ai toujours aimé faire plaisir. Et donc, en fait, quand les gens venaient pour manger, bah, c'était aussi leur instant. Et moi, j'étais là pour leur faire passer un bon moment. Pour le célébrer. Voilà. Et donc, au final, ça me convenait. Donc, je fais ça. Par contre, le bac, ça me repoussait encore de 2 ans supplémentaires. Et j'avais déjà travaillé un été dans un restaurant où j'avais bien gagné ma vie. Et je pense que ça y est, je voulais en fait partir de chez moi. Je voulais commencer à accumuler de l'argent pour faire des choses. Donc je refuse d'aller en bac pro. Là, je fais quand même une année. Je me dis allez, parce que ma tante me pousse à essayer de faire autre chose. Donc je fais quand même une année histoire de dire que je fais autre chose que mon BEP CAP. Je fais une mention complémentaire barman et sommelière sur 1 an. Et après l'obtention de mon diplôme, là, je repars à travailler dans le restaurant que j'avais essayé une année auparavant. Donc, je suis rentré assez tôt quand même dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que j'aurais dû pousser jusqu'au bac pro, peut-être pas le BTS, mais au moins jusqu'au bac pro. Parce que c'est important quand même d'avoir le niveau bac aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Moi, j'en ai pas eu l'utilité aujourd'hui, mais mes enfants, en tout cas, je veux qu'ils aillent jusqu'au bac, c'est sûr. Est-ce que l'armée est encore obligatoire en France maintenant? L'armée était pas obligatoire. Moi, 79, c'était l'année qui échappait à ça. C'était la dernière année. 79, ils avaient plus l'obligation de le faire, mais à travers une journée où je me promène dans Paris, je passe devant un bureau d'information sur militaire. Et puis c'est une période où j'avais envie de bouger un peu. Je travaillais en restauration, j'avais cumulé un peu d'argent, mais là je vois engagez-vous, l'armée passe professionnelle, où je regarde un spot et je me dis ouais tiens c'est plutôt cool ça, l'armée de l'air, ça va me faire voyager, c'est le sport, c'est la rigueur. Les règles que tu cherchais, tu te disais bah, je pourrais les trouver là-bas? Bah au final ouais, je pense que oui, clairement. Moi chez moi j'avais pas de règles. En soi mon père, je partais le matin, je revenais le soir, il me demandait pas si je rentrais pas de nuit, il me demandait pas où est-ce que j'étais. En fait il m'a toujours fait confiance, peut-être à tort, certaines fois même à tort. Mais il se préoccupait pas plus que ça. Et au final, je pense que l'armée, c'était une manière, moi, d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me chapote et qui me dise bon bah ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, ça tu vas faire ça comme ça et ça comme ça. Donc je m'engage et puis je passe les examens, tout se passe bien. Je suis plutôt même reconnu pour mon investissement et tout. Donc je reviens sur base où je suis à Villacoublay, la BA107, la base présidentielle à proximité de Paris. Où là, je veux en fait faire autre chose. Je veux faire les commandos parachutistes, un truc un peu plus sport, chuteur opérationnel. C'est vraiment une branche un peu spécifique. Et là, on me dit bah non, en fait, on les prend plus directement dans le civil. Il faut d'abord que tu fasses un autre service, les fusiliers commandos, et à la suite de ça, tu passeras les sélections pour peut-être accéder au commando. Ça, c'était au bureau à la signature. Je dis ok. Et j'arrive sur base, on me dit bah non, ça va pas se passer comme ça. En fait, on est en sous-effectif, donc c'est au minimum 1 an et demi sur base avant de faire autre chose. Donc là, moi, je suis pas d'accord parce que c'est pas ce qu'on m'a dit à la signature. Et je suis jeune, tu vois, encore une fois, impulsif. Je veux les choses tout de suite. Ça, c'était une question de principe parce qu'il t'avait dit une chose différente. Je sais pas. Signature. Ouais, je pense que mais j'étais pas réfléchi à l'époque. J'avais pas, tu vois, là, tu manques de recul. J'ai pas la maturité. J'ai pas la maturité. Quelqu'un qui est à côté qui me dit mais attends, la patience ça va. Là surtout que l'armée me propose quand même parce que moi je fais un peu le forcing. Ils ont reçu des directives comme quoi l'élève, le MTA Claude Dartois allait arriver sur base, c'était un bon élément, etc. à prendre en considération. Je vois mon commandant d'unité et je lui dis moi je vais faire les sélections, on m'empêche de les faire parce qu'on me dit qu'il faut que je reste sur base. Il me dit moi je suis muté à la fin du mois justement sur un SCPA des commandos, viens avec moi, je t'emmène, tu fais tes essais, si ça te plaît tu restes, si ça te plaît pas tu rentres et si tu nous plais pas tu rentres et vice versa.
Mais c'était le CPA 20, il y en avait 3. Donc là, quand même, une belle porte s'ouvre, une main tendue par l'armée, ce qui est assez rare. Maintenant, je le vois, tu vois, je me suis rendu compte après ça. Mais faire les entorses comme ça, généralement, l'armée, ils en font pas beaucoup. Il me dit, je te laisse la journée pour réfléchir et tu me donnes ta réponse ce soir. Donc, je reviens, je réfléchis un peu et tout. Et j'avais rencontré en plus une petite nana à l'époque qui habitait à Paris, ce qui me faisait bouger. Et je lui dis, je reviens, je dis bah non, en fait c'est le CPA 10 ou le 30 ou rien, je verrai pas au CPA 20. Et donc je donne ma démission. Et là je suis rentré. Coup de tête à ce moment-là, je pars sur un coup de tête réellement, clairement. Je le regrette pas du tout parce qu'aujourd'hui ma vie elle est totalement belle et je suis content de mon parcours. Mais tu m'empêcheras pas de me dire, c'est un moment charnière de ma vie. Si j'étais resté, où je serais aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'aurais vraiment grandi à travers l'armée? J'aurais pu passer les échelons, est-ce que j'aurais fait différence? Surtout, je suis même à la retraite, là, à la retraite militaire. Mais voilà, c'est vrai que c'est un tournant quand même, celui-là. Un tournant, un bon tournant. Tu te rappelles d'autres coups de tête que tu as eu dans cette période de ta vie? Oui, plein, tout le temps, toutes. Je travaillais dans des restaurants, généralement au bout de 6 mois, 7 mois, je maîtrisais la carte, le restaurant, je maîtrisais tout, j'étais content. Tu faisais quoi dans les restos comme rôle? J'étais chef de rang, mais j'étais chef de rang très rapidement. Et après, j'ai passé mes hôtels dans un restaurant aussi à Paris 16e. Donc j'avais grandi aussi des échelons. Mais j'étais pareil, au bout de 6 mois, 7 mois, je me lassais, un an, souvent, même moins d'un an, ouais, je me lassais de l'endroit où j'étais. Et j'avais besoin de découvrir un nouvel environnement. Donc je partais. Je revenais souvent dans des restaurants dans lesquels j'avais travaillé. Donc ce qui toujours me réconfortait de me dire que j'avais laissé une belle trace aussi et qu'on me reconnaissait à chaque fois. Mais oui, j'étais quand même assez instable au niveau du parcours. Il fallait toujours que je fasse autre chose. Quand tu te lassais, comment tu quittais? C'est-à-dire que c'était assez pour toi et tu voulais t'en aller. Comment t'affrontais la conversation? Comment tu disais la vérité? La vérité, ça veut dire vraiment que tu avais envie d'autre chose ou tu trouvais une bonne excuse? Comment t'affrontais ce genre de conversation? Quelquefois, c'est arrivé parce que je voulais une augmentation, on voulait pas me la donner, donc c'était un coup de pression de dire si je l'ai pas, je m'en vais, pensant que nul n'était remplaçable. Enfin et on me fait dire, on me l'a souvent dit ça, nul n'est irremplaçable, Claude. Donc c'était pratiquement toujours non quand tu faisais ça? C'est pas ça, c'est que c'est vrai que je gagnais bien ma vie, je savais que j'étais un bon élément, que j'étais une pièce maîtresse dans les restaurants où j'étais souvent parce que je tenais bien le rang, que voilà, j'étais toujours à l'heure. Moi, l'heure c'était avant l'heure, c'est l'heure, quand c'est l'heure, c'est déjà plus l'heure. Donc moi, j'étais jamais absent, même malade, j'allais travailler et j'étais quelqu'un de consciencieux quand même, je faisais bien mon travail, ça c'est sûr et certain. Donc je m'estimais en droit d'être valorisé pour ça et je demandais souvent à être augmenté et souvent on me disait non, donc je partais. Et je revenais peut-être 3, 4, 6 mois après et on me donnait l'augmentation qu'on m'avait pas donnée 6 mois avant. Mais donc ça a souvent fonctionné comme ça. Et aussi des fois je partais simplement parce que j'avais envie de voir ailleurs. Je leur disais clairement les choses, qu'aujourd'hui l'expérience que j'ai faite dans le restaurant elle m'est suffisante et que j'ai envie d'en découvrir une nouvelle. Et ce qui était entendable et ce que les gens comprenaient aussi. T'as trouvé une nouvelle façon, après, quand t'as mûri, d'affronter ce genre de conversation? C'est-à-dire d'obtenir ce que tu veux, mais en le disant différemment ou pas? Oui, mais c'est venu tard quand même, parce que j'ai toujours estimé que la franchise, c'était la chose que je respectais le plus, moi. Donc, je me voyais pas agir différemment. En plus, j'avais un maître d'hôtel. J'ai rencontré dans mon parcours une personne, c'était un directeur de restaurant. Il s'appelait Serge Pajot. Tu vois, aujourd'hui, je me souviens encore de son nom parce qu'il m'a marqué. Il avait vraiment une prestance, il avait un charisme, il dégageait beaucoup, tout le monde le respectait. Et lui, il était fort en gueule. Et voilà. Et j'allais le voir, je lui disais mais moi monsieur Pajot, je suis comme vous en fait, je pense que je mérite de gagner autant qu'un tel ou un tel et je veux que vous vous rendiez compte. Mais je pense que certains ils voulaient pas perdre la face non plus et me disaient non, mais lui il m'a toujours encouragé à dire ce que je pensais et je suis toujours resté comme ça. Et au final, si t'es convaincu de ce que tu dis parce que c'est vraiment ta fond de ta pensée, il y a pas de raison que ce soit mal perçu en vrai. Si c'est pas accepté, c'est pas accepté, mais en tout cas ça n'a pas de raison d'être mal perçu. Qu'est-ce que tu fais après?
Alors je fais beaucoup de restos, je vais un peu aussi à l'étranger, je fais des saisons pour partir parce qu'entre-temps, Parce que les saisons, ça te faisait gagner plus? ouais, ça faisait gagner plus, mais surtout j'étais obligé à un moment donné parce que mon père au bout d'un moment il me dit, donc moi je vais toujours chez mon père. T'avais quel âge? J'avais je pense 22, 23 ans, 23 ans. Tu donnais un peu d'argent à la maison par rapport à ce que tu mon gagnais? père me demandait rien. Il me demandait pas de participer au loyer. Il a jamais demandé à ce que je participe. Mais je pense qu'à un moment, en fait, ils ont vendu les appartements où on était. Et je l'ai su tardivement, ça. Et mon père, il m'a un peu mis dehors sans me mettre dehors. Il m'a dit un jour, j'apprends déjà par le concierge que les appartements sont mis en vente. Il me dit, est-ce que vous allez acheter? Moi, je tombe des nues, je dis, ah bon, bah non, j'étais pas au courant. Je remonte, je vois mon père et je lui dis, papa, apparemment, l'immeuble est mis en vente. Vu que nous, on était là depuis longtemps, on avait quand même un premier droit d'offre sur l'appartement, avec vraiment des prix cassés. Et il me dit, tu sais, moi, je peux pas acheter, parce qu'il avait déjà des crédits pour d'autres, il s'était porté garant pour une personne il y a longtemps, sur une boucherie qu'il avait jamais payé, donc lui avait payé toute sa vie pour lui. Enfin, il a déjà eu des soucis financiers, mon père. Et il me dit, bah moi je peux pas acheter ni rien, donc moi je quitte et tout. Je dis, mais t'aurais pu me le dire avant, il reste combien de temps dans le bail? Il me dit, il reste 3 mois. Je dis, ah bon, c'est demain 3 mois en vrai. Moi je tombe un peu dénu. Ça veut dire, bien, je lui dis, on fait quoi? Parce que moi dans ma tête je pensais vraiment que j'allais prendre un appartement avec mon père, le garder avec moi, limite on aurait payé à 2 loyers, enfin c'était pas important ça, mais je pensais vraiment que ça allait se continuer comme ça. Et là il me dit, bah moi j'ai une amie, je vais aller vivre avec elle, et toi les temps que tu fasses, que tu prennes ton envol, enfin il me dit, le temps que tu fasses ta vie. Et en fait, c'est un peu forcé, tu vois, c'est mal, je pense qu'avec le recul, c'était mal dit, c'était un peu aussi, c'était pas quelqu'un qui s'exprimait beaucoup et qui avait la façon de dire les choses correctement aux gens, mais moi, il me dit ça un peu comme ça, bout en blanc, je dis ok, donc je suis un peu forcé de partir, et donc là, je me dis, je pars, mais j'ai nulle part où aller. S'il avait décidé de rester avec toi, t'aurais acheté? En tout cas, on aurait fait différemment, ouais, c'est clair. Là, en fait, j'ai pas le choix, je me retrouve un peu à la rue, j'ai pas d'endroit où aller, et je vais alors moi, je suis son petit cousin, donc c'est une famille éloignée de moi, mais je vais chez elle à Chantilly, elle habite dans le 60 bornes à 45 km de Paris. Et là, je me retrouve à la campagne chez elle, dans une chambre où elle m'héberge le temps que je trouve un appart, etc. Et là, je dis, mais je peux pas rester là, en vrai. Déjà, je suis chez les gens, j'emmerde tout le monde, et ça va pas. Et donc là, je dis, je vais faire une saison. Au moins, je pars pendant 6 mois. J'ai pas besoin de payer le loyer. Je suis loin, je paye pas le loyer, je prends l'argent, je reviens, j'ai suffisamment d'argent pour me prendre un appartement, et je fais chez personne. Donc, je cherche sur Internet, je cherche des trucs, et puis là, je trouve une annonce, parce que, d'abord, je vois une annonce, ça se passe en Suisse. Donc je prends l'adresse et tout, j'y vais avec ma voiture, je fais le voyage jusqu'en Suisse pour aller voir l'endroit du restaurant. Il m'a dit oui, venez, ça part pour la saison, etc. Et j'arrive dans un endroit perdu en Suisse, au fin fond, un truc qui donne le cafard. Tu vois, déjà je me suis dit putain, je suis tout seul, je me suis fait mettre dehors. Suisse française. C'est Suisse française, je me suis fait mettre dehors, il y a rien tout, je me retrouve sur une montagne là perdue, et je dis mais en fait là je vais avoir le cafard, et je me souviens avoir dit à la nana c'est bon, etc. Je viens parce que le salaire était bon, ça restait longtemps. Je suis sur la voiture, je suis sur le chemin du retour, je suis en voiture, je me souviens très bien. Je suis en voiture et là je me dis mais en fait je vais déprimer si je vais là-bas, tu vois, c'est la folie. Mais j'avais pas le choix. Je rentre chez ma cousine, je continue, j'avais balancé quelques CV un peu partout comme ça, et je reçois une réponse d'un CV que j'avais envoyé, et c'est les Baléares. Ah, tout de suite c'est pas le même décor, tu vois, les Baléares au soleil à Majorque. Donc là je regarde, je dis ah ouais, là il y a la plage et tout, là ça n'a rien à voir. Donc ils me disent oui, est-ce que tu parles l'anglais? Je parlais l'anglais comme une vache espagnole, tu vois, je balbutiais quelques mots, mais j'étais pas non plus bilingue. Il me dit tu parles anglais? Je réponds oui, forcément, et tout. Et, donc on fait vite fait un call ensemble et tout. Il me dit moi je suis en recherche de chef de rang pour la saison, là faut se dépêcher et tout. Je dis ok, j'arrive. Et une semaine après, j'avais pris mon billet, je partais au Baléares. Forcément, j'ai prévenu la Suisse que j'y allais pas, mais je pars au Baléares. Et je reste finalement 4 mois là-bas avant de rentrer en France parce que je me suis blessé, donc finalement je suis rentré en France plus tôt. Mais tu vois, en fait, Tu t'es blessé comment? Je me suis blessé en jouant au foot comme un con. On avait une journée de repos, je me blesse à la cheville, donc je peux plus bosser derrière, donc je suis obligé d'être rapatrié. Je rentre en France, mais j'ai accumulé quand même 4 mois de travail, les pourboires et tout. De salaire, ouais. De salaire. Donc c'était cool. Mais je suis couillu parce que j'arrive là-bas, c'est un restaurant italien, Il Giardino, ça s'appelle. Regardez bien, c'est à Pollença dans le nord de Majorque. Il Giardino, je pense qu'il existe encore. C'est un restaurant italien sur le territoire espagnol. Avec des clients allemands et anglais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut parler anglais à la carte en anglais. Donc j'avais 4 langues plus moi, et je suis chef de rang. Je dois gérer une terrasse qui marche du feu de Dieu pendant un truc. Et au début, je me souviens un soir, donc je travaille comme ça se passe bien, et
Et au bout d'une semaine, un soir, il y a le big boss qui est là à côté, et puis il entend que je parle à une cliente. Il y a une cliente qui me demande ce qu'il y a dans la composition, dans la salade, elle me demande ce qu'il y a. Et là, je lui raconte n'importe quoi parce que je sais pas ce qu'il y a dans la salade. Donc je lui dis, il y a ça, 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 ça. Et lui, il entend. Et là, il me convoque, il me dit, mais Claude, tu racontes n'importe quoi au client et tout. Je lui dis, ben, ce plat-là, je le connais pas, etc. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Il m'a dit, mais c'est pas comme ça. Il m'a dit, écoute, c'est simple. Demain, il faut que tu apprennes la carte par cœur. Si tu connais pas la carte par cœur, tu rentres chez toi. Et ben, toute la nuit, j'ai passé à apprendre la carte par cœur aux champignons près dans le sac truc. Ben, je peux te dire que voilà, ça m'a marqué parce que sinon, il me renvoyait chez moi, en fait. Donc, je perdais le taf. Et tu vois, c'est tous ces petits détails qui font que je sais qu'il faut être pointilleux, je sais qu'il faut être carré, il faut s'investir, il faut être sérieux dans le taf parce que le travail, c'est ta seule façon de t'en sortir. C'est dans le travail. Tu gagneras de l'argent, avec cet argent-là, tu pourras subvenir à tes besoins, te faire plaisir, etc., etc. Et voilà, donc ça m'a marqué, ça a traversé forcément ma jeunesse. Tu rentres en France parce que t'es blessé. Ouais, j'ai un peu plus d'argent. Je reprends. T'as toujours mis de côté? Ouais, j'ai toujours gardé là pour rentrer. Justement, j'avais l'objectif de revenir et de prendre quelque chose. Donc je le dilapidais pas. Ouais. Je reviens. J'ai mon pote Marco qui avait une chambre de bonne dans Paris, qui quitte la chambre de bonne pour. Je sais plus ce qu'il fait d'ailleurs lui, mais il quitte la chambre de bonne et il me dit si tu veux, je te file ma chambre de bonne. Et c'était parfait. Je rentre dedans par la petite porte. J'ai un gros loyer. Je paye 500 et quelques. C'était des francs, non, c'était des euros. Je paye 500 € par mois. Mais j'ai une petite chambre de bonne, moi j'ai un pied à terre, c'est chez moi, donc ça c'est cool. Et puis voilà, ça part de là, de la chambre de bonne après, au fur et à mesure j'ai quitté, j'ai pris un appartement, un studio plus grand, etc., etc. Mais en faisant toujours le même boulot. Mais je pense que si je jour-là mon père, oui, après j'ai changé de travail, mais si mon père il me dit pas à un moment donné, il m'oblige pas un peu à sortir, peut-être que je sors pas en vrai, ou je suis encore, je sais pas. Là en fait, des fois quand t'as pas le choix. C'est toujours dans les moments où t'as pas le choix que les aventures, c'est ta plus grande force d'expérience et ton plus grand apprentissage il passe de là. Quand t'as pas le choix, t'es face aux obstacles. Et soit tu les subis et dans ces cas-là, après t'as les conséquences qui vont avec. Soit tu les affrontes et puis après, forcément ça passe bien. Et quelles sont les prochaines étapes? Tu continues à faire ce boulot pendant combien de temps? Quand est-ce qu'il y a un autre déclic, un autre switch dans ta vie? Ouais, je continue à faire ce travail-là, ça se passe bien. Puis un jour, je suis dans un restaurant un peu plus populaire, dans une pizzeria italienne, un restaurant italien qui fait des pizzas, etc. Et l'Italie retourne toujours dans ton ADN. Ouais, ta maman, Marco. Ouais, regarde, je suis là aujourd'hui, tu vois, je suis chez vous à Milan aujourd'hui, donc. J'ai fait tous les styles de restaurants. Et là, je suis dans un restaurant italien, ça se passe bien, et je cherche des gars qui viennent, qui sont super costauds, etc. Je rigole avec eux, puis vu qu'ils sont costauds, chaque fois, je leur dis, toi, je vais te mettre un peu plus dans ton assiette, etc. Et puis on sympathise. Et puis il y en a un qui me dit, Claude, tu veux pas changer de boulot, faire autre chose que de courir dans le restaurant? Moi, je m'occupe d'une famille étrangère, je suis dans la sécurité, on fait aussi chauffeur, etc. On cherche du monde pour travailler avec nous l'été. Je dis ouais, pas de souci, mais si tu conduis une voiture automatique, je dis non, même dit viens, je te montre. Et puis c'est parti de là, en fait, j'ai bossé avec eux, je faisais. Premier jour, j'ai des anecdotes de fou, mais le premier jour, je conduis une décoratrice étrangère. C'était fou parce que elle me donne 200 € à la fin de la journée. Elle me le glisse sur la coudoir, elle me dit tenez, ça c'est Claude, c'est pour vous. Et moi, tu vois, je me dis ok, je prends ça, mais je me dis normalement, je suis payé 150 € pour la journée. Est-ce que c'est mon salaire? C'est quoi? J'ai 150 € plus 50 pour boire. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Le lendemain, pareil, elle me reglisse à la fin de la journée 200 €. Je dis mais encore et tout. Et le troisième jour, pareil. Et là, le troisième jour, je lui ai dit. Je dis excusez-moi madame, mais avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous m'avez déjà donné hier et avant-hier. Et là en fait je pense, j'ai rien fait pour les mériter. Et elle me dit une phrase qui m'a toujours résonné en moi, qui est de Claude, prends-les parce que j'estime que tu les mérites et je ne serai pas toujours là. Donc en fait ça veut dire ferme ta bouche, prends ce que t'as à prendre au moment où il faut le prendre et puis voilà, c'est tout. Et finalement c'était un pourboire et j'ai fait en 15 jours avec elle ce que j'aurais fait en 6 mois de restauration. Et donc maintenant ce que je faisais à l'hiver, je me mettais 6 mois avec un contrat à durée déterminée dans un restaurant où je savais que j'avais une durée de début, une durée de fin. Pendant ces 6 mois-là, je subvenais à mon loyer, etc. tranquillement. Et après je faisais les 6 mois d'été, enfin l'été plus un peu sur le septembre-octobre, je faisais 3-4 mois où je faisais que du chauffeur. Et là je gagnais très très bien ma vie. Et après je partais en voyage 2 mois, 3 mois. Tu dois te former pour faire le chauffeur ou? Non, moi j'ai appris. Alors je suis arrivé par une petite porte déjà. On m'a introduit dans le métier. Après, j'ai eu la chance d'apprendre à travers Sylvain, qui était un chauffeur assez âgé, donc il avait déjà un énorme vécu. Il avait été chauffeur de Monsieur Seguela, qui était un grand homme d'affaires aussi. Enfin, voilà, et lui m'a appris un peu le métier.
Et après, c'était facile parce qu'au final... Apprendre le métier, ça veut dire quoi? Ça veut dire la politesse, la façon de... c'est la façon d'être. Apprendre le métier, surtout, c'est parce que moi, j'avais déjà la ponctualité, je l'avais déjà. Le sérieux, je l'avais déjà. La propreté, la tenue, je l'avais déjà. Ce qui me manquait, c'était la discrétion. Savoir où est sa place, savoir se tenir et comment ne pas être, tu vois, garder cette intimité que les gens veulent avoir en étant disponible. Et tu vois, je le vois encore aujourd'hui dans plein de... Ça veut dire ne pas parler, tu réponds seulement s'ils ont envie de faire une conversation. Moi, ça veut dire que j'ai toujours considéré que la voiture, c'était le prolongement de leur espace à eux, de tranquillité. Ça veut dire que tu rentres dans la voiture, t'es pas là pour écouter ce que le chauffeur a envie de te raconter. Le beau, moi, je vois ça aujourd'hui, des fois, je me dis, mais en fait, on est où? Ça veut dire que tu peux dire très bien bonjour monsieur, bienvenue, etc. Voilà, point. S'il te répond, s'il te repose une question, bah dans ce cas-là tu peux encore enchaîner. Mais j'en voyais jamais moi une question. Ça c'était sûr, certain. Ça veut dire que je répondais toujours aux questions qu'on me posait, mais je relançais jamais parce que c'est pas mon rôle, parce que c'est pas mon endroit. Et puis après être à la disposition, voilà. Et je pense que ça a matché parce que moi, je bûchais comme un fou. Ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien. C'était un stress de fou. Paris, les adresses, les palaces, les restaurants. Connaître plein, ne serait-ce que le métier, tu vois. Moi, j'estimais, je suis richissime. Imagine, je suis là, je viens en vacances ou je viens pour le travail. Puis j'ai un gamin de 25 ans qui conduit ma Mercedes. Bon, déjà, je vais l'observer. Tu vois, je vais me demander est-ce qu'il va être à la hauteur, celui-là? Est-ce que je lui donne la première adresse? Est-ce qu'il va m'emmener à la première adresse? Est-ce qu'il va être sérieux? Est-ce qu'il va venir à l'heure, etc. Et tu vois, j'avais toujours ce sentiment de devoir prouver plus que celui qui a 60 ans, qui est assis au milieu et qu'on a dit, lui, il a de la bouteille, on va, tu vois, il n'y a pas de problème. Et en fait, donc, j'étais continuellement en train de prendre à l'époque, c'était le plan de Paris, et je traçais au stabilo. Stabilo orange, c'était pour les restaurants. Les stabilos jaunes, c'était pour les hôtels. Et puis, je traçais les traits, comme ça, pour savoir quel était le chemin le plus court pour y aller, les parallèles, etc. Et j'ai appris comme ça, en fait. Comme tu avais appris le menu en une nuit, tu t'étudiais sur les plans. Voilà. Et à chaque fois que je m'arrêtais, je regardais où est-ce que j'étais. J'imaginais toutes les possibilités qui pouvaient se poser à moi, qui pouvaient peut-être me demander pour savoir par où passer, etc. Et alors, j'ai eu des déconvenues, forcément. J'ai eu des moments de stress, etc. Mais je pense que j'ai eu plus de moments où on m'a valorisé par rapport à l'engagement que j'y mettais et le professionnalisme que j'engageais, qu'on fait que voilà, je me suis bien débrouillé aussi dans ce secteur-là. À la fin, je faisais plus que ça, j'avais suffisamment d'expérience, les sociétés me faisaient suffisamment confiance, les clients me rappelaient et me redemandaient pour pouvoir justement m'octroyer des fois de me tromper. Ça veut dire que moi, à la base, je voulais pas ça. Je voulais pas qu'on puisse me donner une adresse et de pas savoir où c'était. C'était j'avais dit dire la. Ouais, c'était un échec. Tu voulais être parfait. Ouais, le pire truc qui pouvait m'arriver, c'était humiliant. C'était humiliant de me dire, excusez-moi, je sais pas, faut que je reste sur le plan. Ah, ça, c'était le truc que je voulais pas faire. Mais j'ai appris que de toute façon, personne n'est parfait, personne ne peut tout faire bien, etc. Et qu'il faut pas avoir de honte. Au contraire, des fois, je mettais le plan ici, comme ça, j'essayais de regarder, je savais pas où c'était, etc. Et des fois, c'est même plus dangereux de vouloir cacher, de vouloir faire quelque chose comme ça, que de vouloir dire, excusez-moi, je sais pas trop où c'est, je vais regarder, comme ça, on est sûr d'y arriver. Et dans ce cas-là, tu prends les 2 minutes qu'il faut pour checker et t'y vas, que plutôt d'y aller un peu comme ça, un peu à l'arrache, comme on pourrait dire, et au risque que lui déjà il te voit, il te dise mais il a des attitudes bizarres lui déjà, et puis tu risques peut-être aussi d'avoir des déconvenues, un accident ou un accrochage, tu vois. L'élégance et la discrétion que tu as appris dans le rapport, dans la relation, donc rester à ta place et être copain d'une façon superficielle quand la personne avait envie de faire de causer un petit peu. L'élégance et la discrétion dans la façon de conduire, elle est où? C'est-à-dire, on conduit doucement, on sonne pas le klaxon. Comment on peut être élégant en conduisant? Avant d'être élégant, moi, je voulais que tu sois sûr que je suis ta confiance. Ça veut dire que tu es bien réveillé, t'es bien attentif. Même tu rentres dans ma voiture, je suis ton homme de confiance. Ça veut dire que moi, je suis dévoué à toi. Ça veut dire que je suis là pour toi. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Si je peux t'aider, je suis là. Si tu dois me confier quelque chose, je suis là. J'ai déjà eu des mallettes, je te dis, avec des sommes d'argent à l'intérieur que des têtes auraient tourné, où les gens auraient pu faire des bêtises avec. Enfin, tu vois, c'est tous ces détails-là qui font que moi, si on marche ensemble, on marche ensemble. Et pour le coup, ça, je suis quelqu'un de très fidèle sur ça. Et je pense que les clients le ressentaient, cette fidélité. Et après, l'élégance, c'est justement, oui, c'est essayer de pas déranger. En fait, tu montes dans le véhicule, t'es pas censé m'entendre soupirer parce qu'il y en a qui m'a fait une queue de poisson. T'es pas censé te sentir stressé parce que j'ai voulu faire une conduite comme ça.
À chaque client aussi, il faut s'adapter. J'avais un client, c'était Ron Frasch. Il était le directeur un peu comme les Galeries Lafayette aux États-Unis, et il venait pour la Fashion Week. Et donc il venait une semaine, et lui c'était le grand big boss. Et le grand big boss, lui, ce qu'il veut, c'est arriver le premier sur le défilé, repartir. Il repart forcément un des derniers, parce qu'il discute, mais il doit réarriver le premier au prochain défilé. Et donc ça. Avec lui, je m'octroyais une conduite différente, parce que on était plus dans le. J'avais pas peur, par exemple, des fois je rentrais dans une station-service et je ressortais de l'autre côté pour éviter un embouteillage, ou j'avais une conduite qui était différente, mais je sais qu'il l'appréciait. C'est l'adaptation, c'est toujours pareil. Toute ma vie, ça a été une adaptation. On s'adapte toujours aux gens qu'on côtoie, on s'adapte toujours à la situation qu'on rencontre, et aux clients, c'est pareil. Il y a des clients comme lui, par exemple, où ils sont moins à cheval sur ta façon de conduite, à partir du moment où ils s'y retrouvent au niveau du timing, au niveau justement de l'engagement que tu mets, etc. Et puis il y en a d'autres, ils ont besoin de plus de tranquillité. Dans ces cas-là, tu conduis différemment, tu vas plus calme, tu essaies de prendre plus ton temps, tu sais que il est pas sur le timing, c'est pas parce que il va mettre 3 minutes de plus que ça va changer quelque chose à son rendez-vous. Mais par contre, si tu l'as stressé pendant ces 3 minutes-là, par contre, c'est pas bien, parce que tu vas le sentir. Je voulais te parler de reconnaissance. Toi, tu m'as dit, je voulais que mes clients aient confiance en moi. Je voulais qu'ils me reconnaissent ma valeur. Parce que moi, je donnais à fond. T'étais jeune, donc tu te comparais à des autres, que c'était pas, c'est pas très commode pour le chef de dire, d'écouter les comparaisons. Mais enfin bref, tu voulais lui dire, écoute, j'existe. Est-ce que tu vois que je fais la différence? Est-ce que tu as réussi à combler ce manque de reconnaissance dans ta vie? Bien sûr que je l'ai comblé, parce que j'ai compris ma valeur, et au final je sais ce que je vaux moi, je sais qui je suis, et je fais pas les choses pour les autres, je le fais surtout pour me satisfaire moi. Ça veut dire que si ça me fait plaisir de faire quelque chose pour toi, c'est à travers ton plaisir à toi que je vais prendre mon plaisir. Ça veut dire que moi je suis content de te faire plaisir. Et c'est ma réponse, c'est ma satisfaction. Donc au final, ma valeur, je la connais, je sais qui je suis, j'ai confiance en moi, j'ai pas de souci par rapport à ça. Mais on a tous le droit, à chaque instant de sa vie, d'être différent, de faire les choses différemment. Mais j'ai plus besoin d'avoir la reconnaissance des autres, parce que j'ai mûri, parce que j'ai grandi, parce que je me suis assumé, et parce que toutes les étapes m'ont conforté dans la valeur que j'ai. Et c'est aujourd'hui, j'ai pas besoin de reconnaissance de personne, plus comme quand j'étais gamin, ça c'est sûr. Donc t'es plus en équilibre maintenant? Oui, je pense que je suis très équilibré par rapport à ça, parce que... Non, c'est important, parce que si toute la vie tu cherches toujours la reconnaissance des autres, tu vas toujours être triste et malheureux. Évidemment, la confiance en soi, c'est bien. Souvent, certains peuvent le prendre pour de l'arrogance ou quoi que ce soit. Moi, je pense avoir l'humilité de cet équilibre, parce que j'ai confiance en moi. J'ai du mal à déléguer les tâches, parce que je pense toujours pouvoir mieux faire que les autres. Mais au final, j'en suis conscient, donc ça m'équilibre, et ça me rend cool. Enfin, je suis tranquille avec ça, j'ai pas de soucis. Quand toi tu conduisais pour des personnes ou riches ou connues, ou toutes les deux les choses ensemble, comment tu te sentais? Tu te sentais inférieur? Tu te sentais bien, tranquille, à ton aise? Ouais, j'ai toujours été à mon aise, tranquille. J'ai jamais été envieux des gens. J'ai jamais désiré autre chose. J'ai toujours su où était ma place. C'était pas de l'envie, mais plutôt de se sentir un peu gêné. Donc tu avais la voix qui tremblait. Non. Quand j'étais plus jeune, forcément, les premiers contacts avec les premiers grands clients, forcément, c'était toujours un peu... c'est toujours un peu litigieux. Tu sais jamais à qui t'as affaire, etc. Mais au final... j'ai toujours été plus ou moins à l'aise, parce que je me posais pas cette question. J'avais pas de jugement sur la personne qui était avec moi dans le véhicule. J'avais pas de j'avais pas d'envie, j'avais pas de sur ça, non, j'ai toujours été assez cool avec ce truc-là. J'ai toujours respecté la réussite des uns et des autres, et ça m'a jamais perturbé, en tout cas. Ça t'a plus stimulé plutôt? Oui, mais je pars du principe que justement peu importe les parcours, t'en es arrivé là, bravo à toi. Je vais pas juger. De toute façon, on connaît pas suffisamment le parcours des gens pour pouvoir juger sur la première impression que t'as d'eux. Et la voiture, c'est ça, c'est la première impression. Le client monte, il est peut-être richissime, tu sais pas comment il a fait sa fortune, peut-être de manière honnête, malhonnête, enfin, peu importe. Je suis pas là pour le juger. Il est dans mon véhicule, c'est un client. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je les considérais tous de la même façon, que ce soit
un politicien, que ce soit un acteur ou que ce soit un Saoudien ou peu importe. En tout cas, j'ai jamais fait de différence. T'as connu plein de gens. On est toujours dans cette époque. T'as quel âge maintenant? Alors à ce moment-là, j'ai entre 25 et 30. Ok. T'as connu plein de gens dans les restos, les saisons, un peu partout, en conduisant, en faisant le chauffeur. Quelle est la personne, en te le disant ou en te le montrant ou en simplement en observant, qui t'a donné la plus grande leçon de vie? Où t'as dit, waouh, ça c'est vraiment formateur, c'est enrichissant, c'est puissant pour la vie. Je te dis, c'est les petites choses bêtes, mais c'est les petits détails. Mais tu vois, dans un restaurant, pareil, à un moment donné, je râle un peu parce que je fais beaucoup plus qu'un autre serveur qui est devant. Et puis, je fais beaucoup plus de clients. Enfin, je travaille beaucoup plus sur la journée. Et puis, le maître d'hôtel, il va l'aider. Le directeur va l'aider. Et à un moment donné, ça m'exaspère, tu vois, parce on gagne tous la même chose, etc. Et ça m'exaspère parce qu'on n'a pas tous le même travail. Et je râle un peu, etc. Et je lui dis, ouais, c'est pas. Et il me dit, il a fait cette phrase-là, elle m'est restée, nul n'est irremplaçable. Et je préfère avoir genre 5 nuls que 1 bon. Tu vois. Et en fait, je comprenais pas, moi, cette vision. Comme ça, tu préfères avoir. Mais en fait, il m'a dit, le bon, il va me créer plus de problèmes peut-être que les 5 nuls. Ça veut dire que les 5 mauvais, au moins, ils ferment leur gueule et ils râlent pas, tu vois, comme toi. Ils montent pas au créneau comme toi. Ils ont pas cette affirmation et ce caractère comme toi. Et au final, ça, c'est vraiment une phrase qui m'a marqué en me disant, ouais, en soi, des fois, il faut savoir fermer sa bouche et tu peux pas revendiquer toujours, ou tu peux pas, si t'es pas content, en fait, prends tes affaires et va-t'en et fais autre chose. Des fois, tu peux pas lutter, tu peux pas faire, tu changeras pas les mentalités ou tu changeras pas les trucs. C'est comme ça. Et donc il y a lui, il y en a. Et en fait, ils sont nombreux. Ça c'est très intéressant. Ça t'a appris à moins râler dans le futur bien ou sûr, ça a mis un peu de temps? Non, mais ça m'a appris surtout à me repositionner, à me dire toutes choses déjà ne sont pas bonnes à dire. Il faut savoir à un moment donné. Comment les dire et quand les dire. Voilà, il y a un temps. Les gens peuvent tout entendre généralement, mais pas de la même façon et pas au même moment. Et ça, c'est vachement important parce que c'était mon erreur. Moi, dans mon impulsivité, j'estimais avoir le droit de te le dire et t'avais l'obligation de la comprendre. Et en vrai, non. Non, parce que ta vision ou ton choix ou ta pensée, elle est pas générale et c'est pas forcément en coordonnance avec sa pensée à lui. Et donc, en fait, c'est toujours pareil. Trouve le timing, prends le temps de faire les choses, réfléchis. La meilleure leçon qu'on m'a donnée, c'est celle-là de me dire la patience, c'est quelque chose qui m'a manqué toute ma vie et que j'ai pas su dompter. Alors oui, des fois, elle m'a permis d'aller plus vite sur des choses, mais elle m'a aussi beaucoup freiné. Et généralement, tu les vois pas, ces petits freins-là, parce que voilà, c'est les choses négatives, et les choses négatives, on s'y attarde jamais. Mais il faut apprendre la patience. C'est important d'être patient dans la vie. On a le temps, en vrai, de découvrir, d'apprendre les choses. Et être à l'écoute des gens, c'est important parce que moi, j'ai toujours marché comme ça, avec l'expérience des gens. Écoute-les, peu importe si tu vas en tirer quelque chose tout de suite. Peut-être en tireras rien. Mais tu vas plus souvent quand même avoir un plus. Tu vas avoir appris quelque chose, ou en tout cas, tu auras été éclairé sur l'expérience des uns et des autres. C'est toujours enrichissant de les écouter. Je crois que t'as touché un sujet très important. Écouter les autres, c'est formateur pour soi-même, mais c'est important même pour la personne qui parle. On est dans une période de vie, je pense pas que ce soit seulement en Italie, mais je crois que ce soit vraiment dans l'univers entier, où personne n'a envie d'écouter les autres. Quand quelqu'un te raconte quelque chose sur sa vie, toi tu lui racontes la tienne. Exactement. T'écoutes rien de ce qu'il dit. C'est toxique comme façon de vivre. C'est vraiment incroyable. Et moi je fais One More Time parce que quand tu me racontes, moi, j'écoute pas ce que tu me dis, je vis ce que tu me dis. Je suis tellement dedans, je suis tellement intéressé. Donc, si tu ouvres une parenthèse, je te ramène où t'étais juste 5 minutes avant, parce que je suis complètement dedans et parce que c'est formateur pour moi et ça fait du bien peut-être pour toi-même parce que tu dis j'ai vraiment l'impression, la qualité de l'écoute. Bien sûr. C'est une chose aussi simple, c'est gratuit. Mais c'est rare. On prend plus le temps pour les autres et ça c'est une évidence. Je le vois aussi dans certains messages qu'on peut s'envoyer. Quand tu félicites quelqu'un sur quelque chose qu'il vient de faire, souvent tu vas mettre ton moi ou ton jeu dedans dans le truc. Par exemple, félicitations pour ta course. J'espère être avec toi la prochaine fois. Ça c'est un message typique. Tu vois ce que je veux dire? T'as parlé de lui, mais t'as parlé de toi dans le message. Mais en fait, c'est ça qui est dur parce que ça veut dire que tu félicites pas pleinement la personne.
Ou en tout cas, tu le fais, mais toujours en ramenant à toi le chose que tu aimerais faire, etc. Et on ne vit pas assez pour les autres. Je pense qu'on balaye aussi assez rapidement les conversations ou les rencontres. Si tu peux pas percevoir quelque chose qui va être vraiment positif pour toi, ou tout de suite que tu vas avoir matériellement parlant, tu vois. Une discussion de café. Moi, ma femme elle me dit toujours, ça, en fait, le problème, c'est ça, c'est que les gens, ils ne s'aiment plus, ils ne prennent plus le temps de s'aimer. Et moi, j'aime le contact, j'aime les gens. J'ai toujours vécu et j'ai toujours grandi à travers ça. Ça veut dire que aujourd'hui, si j'ai la façon de voir les choses comme je les ai, c'est parce que tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai parlé avec eux et ils m'ont permis d'avoir cette pensée-là. Je suis au feu rouge, j'ouvre ma visière, je tourne la tête, si tu me regardes, je parle avec toi. Ça, c'est sûr et certain. Je vais te faire un clin d'œil, je vais te dire, tiens, sympa ta moto. Enfin, peu importe. En tout cas, je vais engager la conversation avec toi. Ça coûte rien, ça prend 2 secondes. Et des fois, t'as des gens, ils ont pas d'échange, en fait. Tu vois, et ça leur apporte aussi un plaisir. C'est un plaisir de pouvoir avoir un sourire sur le visage de quelqu'un. C'est cool, tu vois, je veux dire. Ma femme me dit, toi, t'arrives dans un immeuble, tu connais déjà tous les voisins le 2e jour. Bah ouais, en vrai, parce que ça me semble normal. On est des êtres humains, on est là largement pour parler ensemble. À propos de conduite, de feu rouge et de clin d'œil, je t'ai entendu dire que à un certain moment, tu as une nouvelle bagnole dans ton boulot de chauffeur, les premières bagnoles de luxe avec des écrans, et tu vois, je voulais arriver à l'étape suivante de Koh-Lanta, et donc tu vois un extrait ou un trailer. Je vois l'épisode sur TF1 là qui passe, c'est 2009, on est à la moitié de la saison, moi je découvre, je sais pas du tout ce que c'est que ce programme, mais on avait 6 chaînes sur la voiture, donc je regarde, je suis dans le restaurant, je regarde et puis je vois l'épisode et puis je dis ouais, j'accroche quand même au programme, je trouve le concept plutôt cool, il y a plein de choses qui se passent. Les défis, ouais, les jeux, le fait d'être sur une île, de se dépasser et de vivre comme ça, donc je regarde l'épisode, j'accroche, je regarde la semaine d'après le 2e épisode. Et puis ainsi de suite jusqu'au jour où j'arrive chez ma sœur qui elle ne regarde pas du tout la télé et je lui dis attends non mais ce soir il y a Koh-Lanta, faut qu'on regarde et puis voilà, et moi devant je dis ouais putain mais fais comme ci, fais comme ça, et ma sœur elle me dit c'est un jeu qui pourrait te correspondre, t'as qu'à le faire toi. Et je lui dis vas-y fais-moi la lettre et moi j'envoie ma candidature, pas de problème. Je voulais te poser 2 questions par rapport à ça. Avec ta sœur, vous habitiez pas ensemble, mais tu l'appelles, elle fait ça pour toi, elle te décrit d'une façon parfaite ou comme t'aurais pas pu te décrire toi-même. C'est vrai. Vous êtes restés liés, vous avez continué parce que le week-end t'allais chez Marco, donc t'allais plus chez elle. Comment vous avez continué votre connexion? Ouais, on a grandi un peu séparément. Après, elle est revenue à une période de sa vie aussi, à l'adolescence, elle est revenue un peu chez moi, chez mon père, et avec nous. Elle devait avoir 16 ans, je pense. Ça t'a fait bizarre quand elle est revenue? Moi, ça m'a fait. J'ai dû repartager ma chambre, oui, ça c'est sûr. Mais ça peut se fait bizarre à mon père, je pense, parce qu'elle avait changé, elle avait grandi, elle ressemblait aussi à ma mère un peu, je pense que lui ça a dû le perturber assez quand même, et puis il se prenait la tête pour tout et pour rien, parce qu'elle arrivait dans un foyer qui avait ses habitudes de fonctionnement, elle fonctionnait différemment et à un âge rebelle aussi qu'à l'adolescence, en conflit avec mon père, donc il se prenait souvent la tête et je m'interposais aussi assez régulièrement. Et donc un jour elle est repartie parce que c'était pas vivable, pour un cheveu dans l'évier ça prenait des proportions qui étaient dommages en vrai, mais ça s'entend des 2 côtés, parce que quand tu vis séparément pendant longtemps, que ça revient, mon père avait envie qu'elle se plie aux règles du foyer, elle avait une autre vision aussi de trucs à ce moment-là, donc c'était un peu tendu, elle est repartie. Elle a pris son envol. Mais ton père, qui la voyait ressembler à sa femme, donc à votre mère, ça a augmenté sa tendresse ou sa dureté? On dit dureté? Ouais, dureté, on dit. Alors, je sais pas comment il réagissait à ça. Je sais pas si c'était la tendresse ou pas, mais je pense que c'était pas facile pour lui d'avoir une femme au foyer. Une autoritaire jeune, comme caractère. Parce qu'elle était adolescente, donc c'était une jeune femme. Elle était jeune femme, donc arriver dans le foyer, ça perturbait le foyer aussi, parce que voilà, sur des points de détail. Est-ce qu'il était prêt n'était pas prêt à faire des concessions, mon père, et puis je pense que peut-être que le fait qu'elle soit partie une première fois, alors ça c'est juste mon interprétation, mais peut-être qu'elle soit partie une première fois, qu'elle soit revenue, et c'est un peu un abandon et tu reviens. Est-ce qu'il s'est senti trahi ton papa quand elle est chez ta tante?
Je ne sais pas, tu sais, après, Vous en avez jamais parlé. la psychologie, elle pourrait l'élaborer, on pourrait en discuter longtemps. Mais c'est peut-être tous ces facteurs-là qui font qu'au final, ça s'est pas trop bien passé entre les deux, et qu'on fait qu'elle est repartie. Et cette fois-ci, elle est repartie pour vivre sa propre vie. Et donc, elle a pris son appart, etc. Et c'est ma tante et moi qui payons son loyer et ses études. Et parce qu'elle peut pas travailler trop à côté de ses études. Et quand même qu'il y a un loyer à payer derrière et l'école. Donc ma tante payait le loyer, moi j'ai payé l'école, un truc comme ça. Voilà. En tout cas, ça nous a créé un lien forcément. Voilà, c'est ça que et je ce voulais lien, savoir. moi je l'ai toujours eu. Ma sœur, ça reste toujours l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Et demain, elle me demande ce qu'elle veut, il y a pas de problème. La porte elle est toujours ouverte, il y a pas de souci. Elle fait quoi comme boulot maintenant? Elle est, là, elle vient de se mettre à son compte, mais sinon, elle était directrice générale en communication d'une grosse boîte. Et là, maintenant, elle s'est mise à son compte. Elle a créé une petite boîte avec 2 associés. Quand elle écrit, elle écrit ta description pour Koh-Lanta, qu'est-ce qu'elle écrit? Tu t'en rappelles? Ouais, elle écrit que, mais elle tourne un peu à la dérision aussi, avec pas mal d'humour, ce qui me représente aussi beaucoup, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien rigoler. Donc elle arrive toujours à trouver cette petite touche d'humour à travers le parcours, en disant que voilà, j'ai fait l'armée, que je suis prêt à tout, mais peut-être que je préfère quand même les bons plats de ma sœur que les plats de Koh-Lanta. Enfin, elle arrive vraiment à faire ça. Elle retrace comme quoi je suis quelqu'un de courageux, d'autonome. Et tout ça dans la lettre font que quand je la lis, je me dis ouais, c'est la lettre que j'aurais aimé écrire en vrai, puisqu'elle est vraiment bien tournée, elle est rigolote et puis elle met suffisamment d'éléments qui me correspondent, donc elle fait mouche et ça passe, tu vois. Ça passe et comment ça se passe? C'est-à-dire que c'était seulement des kidam? Ça passe. Alors tu mettais une feuille. Il y avait pas de personnes connues? Non, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, non, t'avais que des anonymes et ça passe. Je reçois un coup de téléphone. Je me souviens, je suis dans un restaurant en train de travailler. Je décroche, je suis un peu dans le speed, je suis à Paris, et on me dit oui Claude, c'est pour la candidature à Koh-Lanta, est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder? Putain, je suis en stress, que je suis en train de travailler. Je dis oui, bien sûr, je me mets au fond du restaurant, je suis là, et en fait c'était 15 minutes, qu'il fallait tenir 15 minutes, et puis là-bas ils jugent ta motivation, ton élocution, ils jugent un peu qui tu es, et puis quand je raccroche, je dis mais putain, j'aurais voulu dire ça, encore ça, merde, j'ai pas dit assez. Et là on m'avait dit de toute façon si ça continue, tu auras un second appel. Puis après j'oublie, il se passe je sais pas 2-3 semaines, moi j'oublie ce truc-là, je l'oublie complètement. On me rappelle une deuxième fois, là cette fois-ci on me convie à venir faire un entretien à filmer avec les gens du casting, et là ils reprennent l'intitulé de ma lettre de motivation. Donc voilà, je suis assez à mon aise, ça se passe plutôt bien, on revient un peu sur tous les éléments. Moi je pense que voilà, j'avais un parcours atypique aussi, avec un parent décédé, etc., qui faisait que ça intéressait aussi ma personnalité. Et à la fin je me souviens, je pars et je leur ai fait la bise à tous en disant c'était la dernière fois que je vous vois, donc je vous fais tous une bise pour m'avoir reçu et écouté, c'est déjà cool. Et moi je leur dis je pars en Thaïlande parce que je vais pas, ils me disent t'auras une réponse si t'es pris, mais t'auras pas de réponse si t'es pas pris. J'allais pas partir pendant mes vacances en attendant une potentielle sélection, donc je m'en vais. Et puis je suis en Thaïlande, ça fait déjà 2 semaines que je suis là, et je dis à mon pote qui est avec moi, je dis mais attends, mais c'est vrai, j'ai zappé ce truc-là, j'attends peut-être une réponse pour une émission de télé, faut que j'aille voir. Parce que t'avais pas ton portable? Bon, on avait des petits portables. Ouais, mais tu désactivais le roaming parce que ça coûtait trop cher. J'avais rien, donc j'allais pour les mails, j'allais dans un cybercafé. Ouais. Donc je vais au cyber, je me connecte, je regarde, etc. Et là je vois deux messages qu'on essaie de te joindre déjà depuis 2 jours. Réponds-nous, sinon on va devoir prendre quelqu'un d'autre. Ta candidature est actée, tu pars avec nous, etc. 3 jours après, j'étais de retour à Paris. 1 semaine après, je m'envolais pour le Vietnam, et c'est là que démarrait ma première aventure de Koh-Lanta au Vietnam en 2010. Et comment ça se passe? Ça se passe bien, tout est nouveau pour moi. Je me souviens même de C'était la première fois pour tout le monde. Ouais, première fois pour tout le monde. Et moi, j'avais suivi 2009, j'avais pas fait grand chose. Donc, juste avant de partir, je commençais à regarder un peu sur Internet 2-3 ce qu'on peut trouver à l'époque. Je vois une épreuve de poteau, je vois 2-3 épreuves. Je sais pas trop ce que c'est en vérité. Et je me souviens encore, je prends ma valise, tout, et je pars, je prends le bus en bas de chez moi et je suis sur l'aéroport, et en fait, tous ces moments-là, tu les vis pleinement, parce que tu sais, tu vas vers un inconnu, quelque chose que tu connais pas, vivre une nouvelle aventure, et c'est vraiment excitant, c'est vraiment un moment, vraiment, ce moment-là, je m'en souviendrai longtemps, je pense, parce que il était intense à l'intérieur de moi, je vivais le truc à fond, j'étais impatient, mais j'étais aussi, j'avais un peu de doute, forcément, de savoir ce que j'allais rencontrer, comment ça allait se passer.
T'as mis en pause ton boulot ou tu l'as perdu quand t'as décidé d'aller là-bas? Non, j'avais, parce que c'était la fin de saison chauffeur, donc j'avais pas repris encore un travail en tant que dans la restauration. J'avais du temps, j'étais en vacances. Moi, quand on m'a dit ça, en fait, j'étais libre de mon temps, donc j'avais pas de soucis. J'avais suffisamment d'argent pour payer mes loyers d'avance et tout. Enfin, j'étais Parce qu'avant, tu m'as dit que tu faisais le chauffeur toute l'année. Ça se passe après, ça? Ouais, la décision 2010, je suis déjà chauffeur toute l'année en 2010. Je crois qu'en 2010, je suis déjà chauffeur toute l'année, ouais. Donc, mais là, tu faisais encore les deux boulots? Non, j'étais que chauffeur, mais je suis... Parce que quand il t'avait appelé pour le premier call, oui, non, t'étais au resto. Je fais les deux encore. En 2010, je fais encore les deux, ouais. C'est que après, c'est venu après que j'ai fait plus que chauffeur. En 2010, je fais encore les deux, donc j'ai assez de temps pour pouvoir faire un peu ce que je veux, donc je pars. Tu gagnes, t'arrives en finale, tu gagnes tu fais des records, j'ai lu quelque part. Je sais pas si c'était la première, la deuxième. Ouais, 2010, j'arrive, tout est nouveau. C'est la saison la plus belle pour moi parce que c'est l'inconnu. Chaque jour, t'as envie d'aller voir ce qui va se passer le jour d'après. Chaque jour est une adaptation. Ton corps évolue chaque jour. Tes sentiments, tout est bousculé parce que quand t'es privé de nourriture, que t'es dans le mal, et ben ça devient compliqué en fait. Tout prend des proportions un peu disproportionnées même. Donc au final, c'est une belle aventure. Dans l'avion, moi, je rencontre Philippe et Coulet avec qui je fais le voyage à l'aller. On est 3, on voyage ensemble et puis on voyage par petits groupes comme ça. Et je voyage avec ces deux personnes-là et on se lie d'amitié tout de suite. Il y a Coulet qui a mon âge, qui est aujourd'hui devenu encore un pote, il vient tout le temps à la maison et tout, c'est vraiment mon friends sans problème. Et Philippe qui lui est plus âgé, qui est père de famille, il travaille sur les marchés, 5 enfants, il a jamais voyagé, il a jamais rien vu. Donc je me prends en sympathie aussi pour lui, il me dit que son frère il vient de décéder il y a pas longtemps. Donc on se prend en sympathie tous les 3. Et on se dit, ce serait bien qu'on aille tous les 3 en finale, parce qu'il y a 3 places sur les poteaux, qu'on soit tous les 3 en finale. On se fait déjà des plans sur la comète. Et on part de là, on arrive sur l'île, et ils forment les équipes, les hommes contre les femmes. Cette saison, c'était un concept qui était comme ça. Ça nous convient bien, parce qu'on est tous les 3 ensemble. Et puis chez les hommes, ça marche plutôt bien, tu vois. On a une fille avec nous, et les hommes et les femmes, elles ont un homme avec elles. Vous êtes combien en tout? On est 18, je crois. 9 et 9. Ouais. Et ça se passe plutôt bien, parce que nous, tout ça roule entre nous, les mecs, voilà. Il n'y a pas de compétition, de jugement, quoi que ce soit. Les plus anciens s'attellent à faire des trucs, on s'écoute. Nous, qui sommes un peu plus jeunes, on fait les trucs un peu plus physiques, etc. Mais ça se passe bien et on avance comme ça. 40 jours? Ouais, 40 jours. Mais au bout de 2 semaines, au bout de 3 émissions, ils nous cassent et ils remixent les équipes parce qu'on dominait comme je pense. Il y avait une élimination par t'as toujours semaine. Une élimination par jour, un jour une éliminée, le lendemain confort. Parce qu'en Italie, il y a une version un peu moins wild et hardcore qui s'appelle l'Isola dei Famosi. L'île des connus. D'accord. Ah oui, vu que c'est avec des personnalités, vous faites. Ouais, mais après ils ont amené aussi les Kidam ou les inconnus. Ils allaient sur des îles différentes. Ouais, c'est ça. Mais ça durait même 2 mois, même 2 mois et demi. Ouais, 40 jours, c'est 2 mois, c'est un mois. Un mois et demi. Ouais, un mois et demi. Mais et c'est une fois par semaine, il y avait une élimination par semaine. Nous, c'est plus que ça. Nous, c'est une élimination tous les 2 jours. Wow. Ça va assez vite. En prime time. Ouais, c'est tous les. Nous, c'est. Non, c'est ça en fait. Oui. Sur l'île, c'est tous les 2 jours. Moi, je te parlais du prime time, et après, il y avait les daytime tous les jours. Non, mais en télé, ça passe une fois par semaine le vendredi, ouais. Voilà, c'est ça. Dure, et c'est talonné sur 3 mois, ouais, t'as raison, en diffusion. Oui, mais c'est vrai que dans le jeu même, c'est tous les 2 jours, t'as un éliminé tous les 2 jours, grosso modo. Et ils font voir ça après le vendredi. Oui, nous, c'était le vendredi à l'époque, aujourd'hui, ça a changé, mais c'était le vendredi, voilà. Dans le prime time, une fois par semaine, ils faisaient voir ce qui se passait chaque 2 jours. Oui, à l'époque. Il y avait un résumé. Ouais, et à l'époque, t'avais pas toutes les chaînes TNT que t'as aujourd'hui et tout, donc c'était une grosse visibilité. On avait 7 millions de téléspectateurs le vendredi soir devant l'écran, donc ça apportait une visibilité nouvelle, c'est sûr. Quand t'arrives, tu gagnes beaucoup de défis? Ouais, je suis le record d'épreuves gagnées sur le jeu, sur une saison. Je gagne quasiment tout, à tel point que les concurrents sont écœurés. Je pense que la production aussi s'attend pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise autant le jeu, psychologiquement, tactiquement et sportivement. Et donc, ils ont à plusieurs reprises essayer de faire ouvrir les yeux aux candidats parce que sinon tout était prévisible et il y en avait qui avaient carrément accepté de sortir à la 6e place ou 7e place. On avait fait tout un programme, c'était fou. Et au final, je pense que ça dérangeait un peu. Et puis moi, il m'avait dépeint un peu comme j'étais le trentenaire sportif célibataire qui roulait en Mercedes à Paris. Et au final, je pense que
Je gagne trop, donc ils interviennent un peu dans le jeu comme ils peuvent, en disant à chaque fois, chaque conseil, mais pourquoi vous laissez Claude faire ceci, mais pourquoi Claude cela, alors que des fois j'étais même pas dans l'histoire, mais mon nom revenait tout le temps parce que voilà, je maîtrisais trop le jeu. J'arrive au final, je perds. Il y a eu des histoires de bananes, tout ça, t'as dû entendre parler, mais bon, des petites histoires où en fait. Non, mais je suis pas un fan du. Ouais, mais c'est très bien. Gossip, Non, mais c'est pour te montrer juste l'exemple. Tu vois, sur cette saison-là, à un moment donné, on est au 35e jour, vers la fin du jeu, on est tous fatigués. Moi, j'étais actif tout le temps. Et là, on me dit, mais Claude, la production me dit, mais Claude, là, vous faites plus rien, etc. Mais je dis, ben non, je suis fatigué, je suis comme tout le monde. J'ai tout retourné l'île, il y a plus rien. Je reste là. Et on me dit, non, mais va sur l'île là-bas, tu vas peut-être, tu verras, vous l'avez pas faite. Et en fait, c'est parce que la production avait prévu, parce que sinon il y avait rien à filmer si personne ne faisait rien, ils avaient prévu de mettre quelque chose. Et donc on arrive là-bas, on trouve des bananes et des noix de coco. Et finalement les bananes on a toutes mangées avec mon pote là-bas. Parce que, au moment donné, sur l'île, on me dit, quoi que vous décidiez, quoi que vous fassiez, c'est un fait de jeu qui ne sera pas divulgué parce que les autres n'étaient pas témoins. Donc, ça nous a enlevé la dernière once de culpabilité qu'on pouvait avoir à manger les bananes, surtout qu'on était faible psychologiquement. Donc, on les mange. Ils vous ont reproché de pas les avoir partagées? Eh ben ouais, tu vas voir. Parce que les noix de coco, on revient sur l'île, les noix de coco, il y avait rien dedans, mais ça, on le savait pas, nous, parce qu'on n'avait pas de cocoterie sur notre île. Donc, on était dégoûtés, tu vois. Et on arrive au conseil, et là, on me tombe dessus, et j'aurais pu me faire éliminer, sortir. On me dit, mais Claude, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Je dis, bah, on a fait un trek, dites-nous ce que vous avez fait, on a trouvé des noix de coco. Et là, je me tais, j'attends ce qui se passe. Et là, on me dit, mais non, c'est pas possible, vous avez trouvé des bananes et tout. Et là, on me balance, en fait, comme si, bah, on me mettait sur le bûcher. Et ça, je trouvais ça un peu limite parce que c'était une intervention du jeu, qui me mettait en danger de la production et pas des joueurs inclus dans le jeu. Donc j'ai trouvé ça un peu limite et ça aurait pu me coûter ma place, finalement non. Donc cet épisode-là, et je vais au bout, je gagne pas finalement parce que tout ça accumulé, tu vois, les joueurs, je pense qu'ils avaient aussi été matrixés vis-à-vis de moi, et il y en a plein qui ont reconnu après la diffusion que s'ils avaient su, ils auraient changé leur vote, ils auraient voté pour moi et pas pour le gagnant. Mais donc une première fois, au final, je gagne pas. Mais quand tu arrives vers la fin, donc après un mois où tu es un peu épuisé physiquement, où est-ce que tu trouvais la force, même mentale, quand on avait plus de physique? Est-ce que tu te rappelles d'un moment où tu étais vraiment en down, t'en avais pas, mais t'en as trouvé? Et tu l'as trouvé où dans ta tête? Bah, les épreuves, j'ai toujours eu du power sur les épreuves parce que c'est ce qu'on attend là, c'est ce qui même nous motive. Même si t'étais faible, tu mangeais pas? Bah forcément, t'es moins, peut-être moins. Ouais, c'est la même chose pour tout le monde. Ouais, t'es moins bon, mais tu sais que ça va être intense sur une courte durée, qu'il y a une possibilité de gagner quelque chose. Donc tu donnes tout. Tu donnes tout et t'attends que ça en vrai. Et même si t'as passé 2 heures à la pêche le matin, même si t'as pêché pendant 15 jours, que c'est une fatigue accumulée que peut-être d'autres n'ont pas, tout ça, finalement ça s'efface parce que t'es là pour ça en fait, t'es là pour les épreuves, tu veux vivre cet instant-là. Et non, ouais, t'es fatigué. Et ce qui est le moment le plus dur pour moi sur la première aventure, c'est que chaque jour je maigrissais beaucoup. Et moi déjà je suis pas bien épais, hein, je pars à 73 kilos, 1m84. Et là à un moment donné je me regarde, tu vois, je vois plus de cuisse, cette différence avec mes mollets, je rentre plus, mon short, je suis obligé de mettre des cordes pour le tenir, enfin c'est n'importe quoi. Et en fait je me vois mourir, tu vois, j'ai vraiment ce sentiment-là de me dire, en fait ma mère elle est morte, elle faisait 32 kilos en cure de raisin, on voyait toutes ses côtes. Et j'ai dit en fait je suis en train de faire comme ma mère, je suis en train de mourir, et tu vois, et pourquoi je m'affiche ça en vrai, pourquoi je me fais ça? Et à ce moment-là je me dis mais en vrai je rentre chez moi, les autres là-bas ils me cassent la tête, je les nourris depuis 40 jours, je me bats pour eux tous les jours dans l'eau, etc., ils me critiquent par derrière, ils font tous et moi je me fais mal pour arriver au même sentiment que j'ai vis-à-vis de ma mère. Je rentre chez moi et c'est mon pote Coulé ce jour-là qui me dit et Claude, sois patient, t'inquiète, aujourd'hui t'es moins bien dans ta tête, etc. Cool, tranquille, laisse passer demain, ça va aller, nana. Et tu vois, il était d'un soutien. Et c'est important. Et c'est pour te dire que nul, et on n'est pas des Superman, tu vois, on n'est pas des super-héros, on a tous nos moments où on est un peu moins bien. Et ben là, elle a été de bons conseils. Et le lendemain, ça allait mieux, tu vois. Mais ouais, j'ai eu ce moment-là où je me suis dit, en vrai, ça me saoule, je rentre chez moi, quoi. Quand tu perds, tu vis ça comme quand tu demandais de t'augmenter. Tu comprends ou tu t'énerves parce que tu dis 40 jours à pêcher pour tout le monde, donc je faisais pas ça seulement pour moi, mais je le faisais pour tout le monde. Quand ton copain, il t'a soulagé, il t'a dit écoute, il t'a coaché mentalement, ne laisse pas tomber, t'as été un guerrier jusqu'à maintenant, tu peux pas lâcher.
Et quand tu perds en finale, ça veut dire tu perds en 3 ou en 2? Enfin, la finale, là, on est 3 sur les poteaux. Le gagnant choisit qui veut emmener avec lui en finale et après, ça se départage entre les deux. Et moi, je suis en finale avec Philippe à 2. Donc, c'est soit lui, soit moi qui gagne et c'est les votes des derniers qui désignent qui veulent voir gagner. Donc, c'est pas seulement la performance. Ah non, c'est pas la performance, sinon ce serait pas ça. Non, c'est les derniers qui ont été, c'est les 9 à partir de la réunification. Mais c'est pas le public à la maison qui vote? Non plus, non. Ah, en Italie, c'est le public à la maison qui oui, vote. Mais ce serait différent là. Là, c'est les anciens qui ont été éliminés qui votent. C'est pour ça que c'est un jeu où tu dois être vachement faire attention aux émotions des gens, etc. Et tu vas être magnanime parce que c'est eux. Et le seul moment qu'ils ont dans l'aventure de pouvoir se venger, entre guillemets, c'est au moment du vote final. Donc ils sont allés dans la maison, ils ont bien mangé. Chaque personne éliminée sont arrivés, ils se sont engrainés à dire ouais, c'est de sa faute. Ils ont monté leur pression de style ouais, faut trouver un coupable. Et ça, c'est typiquement français de jamais reconnaître que c'est de sa faute. C'est toujours la faute de quelqu'un. D'accord. Et donc là, ils te le font payer. C'est pour ça que moi, à chaque fois, ces votes-là, je les ai jamais pris en considération. Parce que c'est pas un vote que t'as pris avec clairvoyance ou t'as pris avec du recul. Moi, j'ai toujours dit, et c'est certain que je l'aurais fait, peu importe ce qui se passe dans le jeu, même si c'est toi, mon pote de l'aventure, tu me trahis, tu me fous dehors, à la fin, t'es en finale face à quelqu'un, c'est toi le plus fort, c'est toi qui as tout fait sur le camp, qui a tout gagné, ben moi je vote pour toi. Et je te le dis, je te dis vraiment, t'as bien joué. Je suis responsable de ma défaite parce que j'ai pas su voir le piège que tu m'as fait. J'ai pas su déceler les ficelles du jeu. J'ai pas été clairvoyant. Peu importe, c'est de ma faute. Le jeu, c'est d'éliminer les gens. Peu importe la raison. Bon, tu vas trouver la raison qui te semble la meilleure, mais en tout cas, tu dois éliminer quelqu'un. T'as voté pour quelqu'un aussi durant tout le jeu. Bah moi aussi. Et au final, même si j'ai été éliminé par celui qui m'a trahi, je voterai quand même pour lui en lui disant bah franchement bien joué et je reconnais ça. Mais c'est jamais le cas en vrai. Donc c'est jamais le cas. Les gens, ils veulent se venger, ils leur font un responsable. Oui, mais ça c'est un peu le démon de l'être humain, les émotions, savoir gérer les émotions. Dans les émotions, tu peux y être resté mal pour quelque chose. C'est l'interprétation de l'émotion. On a parlé de ça pendant toute notre conversation, donc c'est. Mais c'est bien pour ça que moi, ça n'a. Toi, tu voulais quelque chose de plus méritocrate, on dit en français. Ouais, mais moi, je pars le principe que l'aventure, si tu t'es investi dans l'aventure, si t'es resté allongé pendant 40 jours sur la plage, t'as jamais regardé le feu durant la nuit, t'as jamais mis une bûche de bois, t'es jamais allé dans péché, t'as fait que en fait être là, mais c'est grâce aux autres que t'es là en vrai, parce qu'ils t'ont nourri, parce ils ont pris soin de toi durant la nuit pour pas que t'aies froid, parce qu'ils t'ont emmené là, parce qu'ils t'ont soutenu en train de te plaindre, et au final tu gagnes. Bah ça reflète pas ce que j'ai de l'image d'un gagnant d'un jeu comme celui-là. Uniquement ça, et c'est pour ça que ça n'a aucune signification pour moi. Les votes finaux n'ont jamais aucune signification, et c'est pour ça que je l'ai jamais mal vécu qu'on me désigne pas gagnant, parce que moi j'ai gagné mes 4 aventures. D'une part, par quoi? Par mon investissement personnel dans le jeu, par mon défi, par mon dépassement de soi, par les victoires que j'ai pu avoir, par les gens qui m'ont soutenu, reconnu, encouragé, félicité et que j'ai pu inspirer ou amener à se dépasser. Et c'est ça mes victoires. C'est en aucun cas le titre ou l'aspect financier, parce que ça, c'est anecdotique, en vérité. Moi, je suis jamais allé pour ça, déjà. Je suis allé pour le kiff. Et mon kiff, je l'ai obtenu 4 fois, largement. Donc, tu dis 4 fois parce que tu as participé en disant 4 fois. Sur 4 fois, sur les... T'as jamais gagné mes 4 finales. Ouais. J'en ai gagné une, la dernière. Ouais, je vais y arriver, parce que tu m'as dit, t'as pas lu des bananes. Non, j'ai pas lu des bananes, mais j'ai lu la polémique de la dernière... La légende qui était en 2020. La légende qui annonçait les 20 ans de l'émission, où on a fait revenir les personnalités, les personnages marquants de ces dernières années pour un affrontement ultime. On n'est pas dans un tribunal, c'est pas un procès, donc moi je suis intéressé seulement à une chose. Le plus grand patrimoine de l'être humain, c'est la réputation. Et vu que à chaque fois, quand j'ai vu des émissions, ils te posent toujours la question sur ça, je veux te demander, par rapport à toi, ta réputation, si les gens qui t'ont adoré, parce que si t'as fait 4 émissions, t'étais un gladiateur, ça se dit en français? Ouais, ça peut se dire. Donc le guerrier qui gagne tout, après je vais te poser des questions par rapport à ça, donc super aimé, super apprécié pour des faits de score, de performance, de résultats, pas de tchatch. Est-ce que cette polémique a touché ta réputation, ou déjà dans ton regard vers toi-même, comment tu te sens, si tu te sens attaqué, et si le public il a oublié ça et il arrête de te pointer le doigt seulement sur cette chose. Parce que quand tout le monde pour une chose, puis on parle d'une chose, que ça se soit passé ou pas, bon, je me rends compte que bouffer dans un endroit où on bouffe pas, bon, c'est énorme, je m'en rends compte, mais
on parle d'une chose de la télé, en tous les cas. Non, on parle pas d'une chose d'une personne qui a tué quelqu'un. Donc, je me demande si les personnes ils ont pas effacé tout ce que tu leur as donné pendant des années. Bien sûr que non. Ceux qui pointent du doigt, je vais te dire la vérité, ceux qui pointent du doigt, ce sont les personnes qui ont de la jalousie, qui ont de la rancœur, qui ont de la méchanceté, tout ce que tu veux. Mais c'est en aucun cas les gens qui regardent le programme. Moi, j'ai toujours eu de la bienveillance partout. J'ai jamais, moi, demain, je vais dans n'importe quel endroit, j'ai que des gens qui viennent me faire des sourires, qui veulent échanger avec moi, qu'on échange, et ça se passe super bien. Ceux qui pointent du doigt, c'est toujours les mêmes, je te dis. Et ces trucs-là. C'est ceux qui lisent une polémique comme une guerre, que tu as fait un exemple avant, et ils vont faire des commentaires sans savoir grand-chose. Mais exactement. Et c'est pour ça que je te dis, les réseaux sociaux, j'ai toujours dit, moi, j'ai jamais été insulté ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Et combien même s'il y en avait un, il y a peut-être eu un ou deux qui sont venus pour essayer de me dire un truc. Moi, c'est quoi? Je parle même pas avec toi. En fait, c'est 3 petits points, je te bloque, tu rentres chez toi. En vrai, les réseaux sociaux, j'ai 45 ans, j'en ai pas 20. Je sais très bien quelles sont les personnes qui sont derrière leurs ordinateurs. Et c'est trop facile en soi de critiquer, de parler, d'avoir une opinion, d'avoir un point de vue, d'avoir quoi que ce soit. Quand t'es isolé et que tu te sens protégé et qu'il peut rien t'arriver, mais ça n'arrive jamais en vrai. Et c'est pour ça que je leur dis toujours à tous ceux qui font de la télé ou quoi que ce soit, ne vous attachez pas à regarder ce que pensent les gens de vous ou à répondre en tout cas aux messages haineux ou quoi que ce soit, parce qu'il y en aura toujours. Et ça, tu couperas pas. Et en vrai, c'est pas ces messages-là qu'il faut donner de l'attention ou de l'importance, c'est tous les gens qui te font des sourires, qui viennent, et c'est ces gens-là qui méritent que tu leur apportes une attention particulière. Le reste, ça n'a aucun sens. Quand j'ai vu ton épisode, ton interview avec Guillaume Play sur Légende, j'ai regardé les commentaires et t'es le drapeau des personnes. Ils disent non mais Koh-Lanta c'est lui quoi. Et donc non mais c'était beau, ça répond exactement à ce que tu viens de me dire. Donc les personnes qui regardaient et qui regarderont Koh-Lanta, ils te voient comme en italien dire le drapeau, ça veut dire que tu représentes exactement cette chose de laquelle on parle. Et donc ce que tu viens de me dire il y a 2 secondes, tous ceux qui ont critiqué, la plupart d'entre eux, c'est des personnes qui n'ont pas regardé, mais à peine il y a une excuse médiatique pour mettre un peu d'essence sur le feu, ils sont là. Ça alimente les réseaux, ça alimente la conversation, le flux, et c'est le but recherché en soi. Tu vois, c'est uniquement ça. Et c'est pour ça que moi, je suis toujours resté à l'écart de ça, parce que je rentre pas dans ce jeu-là. Alors, la popularité, puisque tu m'as dit que tu as continué à faire ton boulot, en italien, on dit di giorno, ça veut dire 2 jours, c'est-à-dire le boulot avec lequel tu as toujours mangé. Et quand est-ce que la popularité arrive? La popularité, alors en Italie, quand quelqu'un fait une télé-réalité, comment il gagne de l'argent? Bon, si tu gagnes la télé-réalité, ok, mais ça c'est un seul sur tous, donc normalement t'as pas cet objectif-là. T'as l'objectif d'utiliser bien la vitrine, être bien rappelé par les gens, laisser ton signe, avoir du charisme et pouvoir faire des autres boulots autour. Et un peu comme un chanteur, très peu de chanteurs vivent de leur musique. Bon, maintenant avec l'urban c'est différent, les majeurs donnent beaucoup plus d'argent, mais normalement ton contenu, ta vitrine, la musique ou la télé-réalité, c'est une façon de te faire connaître, mais tu gagnes de l'oseille après en Italie en faisant, bon, si t'es dans la musique en faisant des concerts, des trucs, si t'es dans la télé-réalité, ça s'appelle des soirées, donc des guest appearances où ils te payent ils vont pour être présent. Ça existe en France? Ça, je pense que ça existe, j'en ai pas, moi je fais pas ça, mais il y en a qui le font, je pense. Tu travailles pour des marques de sap. Bon, maintenant avec les réseaux sociaux, t'as plus besoin d'être un ambassadeur comme avant. Je te parle de la télé, d'être un ambassadeur comme avant où tu le faisais pour une saison, donc 6 mois ou 1 an ou 2 ans. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tu peux le faire même pour un jour. Bien sûr. Bon, écrire des bouquins, je parle au pluriel, mais bon, déjà, en écrire un deuxième, ça veut dire que le premier, il a bien vendu. Et puis faire aussi beaucoup d'autres choses. Je voulais savoir quel était le business en France pour une personne qui sort bien d'une télé-réalité. Laisse tomber Koh-Lanta en général. Justement, moi, je sais pas, je saurais pas trop te répondre à ça parce que je suis vraiment pas dans ça. Moi, je me considère pas comme un influenceur, comme une personne qui influence. Enfin, tu vois, je fais pas les soirées, je fais pas les codes promo, je fais pas comme ça. Moi, comme je l'ai dit, j'ai acquis une popularité qui m'a fait passer au stade un peu de personnalité publique, reconnue. Donc
Je saurais pas te dire ce qu'elles font. Elles font, ouais, je pense qu'elles font les gens de la télé-réalité pure, parce que Koh-Lanta n'en est pas vraiment une chez nous considérée comme telle en tout cas. C'est plus un jeu d'aventure qu'une télé-réalité, parce qu'on t'oblige pas déjà à dire des choses. On n'était pas dans une télé d'enfermement à proprement parler, filmé H24. Par des caméras fixes. Donc elle n'est pas considérée comme telle, Koh-Lanta. Après, ceux qui font les télé-réalités, la plupart, oui, ils sont plutôt jeunes déjà, donc ils participent sûrement à des soirées, ils font des contenus, ils doivent faire ça, je pense. Mais moi, j'ai 45 ans, je l'ai toujours pris cette popularité naissante comme un plus dans ma vie, un accélérateur de projet. J'allais pas me pervertir à faire tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent, tout simplement. J'ai fait des partenaires, évidemment, des partenariats. J'ai des bons partenaires avec lesquels je m'entends et avec lesquels j'avance dans l'année sur mes projets. Mais je fonctionne différemment, je pense. Et donc, tu fais quoi exactement? Après, je voulais rentrer dans l'émotion de la popularité. Ça veut dire quand les gens te reconnaissent, et c'est des petites nuance de la reconnaissance de laquelle on a parlé avant. C'est tu vis ça un peu tous les jours, mais on y arrive après. Mais je voulais que tu m'apprennes, tu me fasses comprendre le business en France par rapport à une personne qui fait tes choix. Donc qu'est-ce que tu fais toi? Déjà tu bosses, tu fais plus le boulot d'avant? Non, j'ai arrêté depuis 1 an et demi, j'ai arrêté. 1 an et demi? Ouais, 1 an et demi seulement. Donc je suis resté très longtemps avec mon patron. J'étais à l'année pour une personnalité étrangère, moi, un homme d'affaires étranger. Je travaillais depuis 13 ans avec lui. J'étais son homme de confiance, son homme à tout faire. Je gérais ici ses arrivées en France, je gérais son patrimoine ici, j'organisais ses venues. Et donc j'avais un très bon poste avec un bon patron, tout est nickel et tout. Mais c'est vrai que moi je travaille aussi sur mon image maintenant, donc gérer mon image plus gérer ses affaires à lui, ça devenait compliqué parce que je m'absentais de plus en plus, même s'il vivait pas sur le sol français, ce qui m'octroyait beaucoup de temps quand même parce que j'étais payé toute l'année, mais il était présent qu'une semaine par mois. J'avais quand même beaucoup d'occupations avec ces appartements ou ces maisons dans l'entretien, dans la gestion quotidienne. Donc, et c'est vrai que je le faisais de moins en moins bien parce que j'avais moins en moins de temps à accorder et j'avais beaucoup de choses avec d'autres partenaires. Et puis ma femme, ça faisait très longtemps qu'elle voulait retourner dans le sud. Elle a été mutée il y a très longtemps. Elle est prof d'éco-gestion management. Elle avait été mutée très jeune, assortie de ses études dans la région parisienne. Et c'est vrai qu'elle a toujours eu le souhait de retourner dans le sud. Et d'avoir une belle maison et de pas être en appartement de 60 mètres carrés avec 2 enfants à Paris. Et j'ai toujours dit que je ferais le maximum pour lui offrir ça. Et le temps, je pense que le moment était venu. C'était un moment charnière de ma vie aussi, où j'ai arrêté ma collaboration et mon travail avec mon patron à contre-cœur aussi, parce que j'avais une stabilité financière et pérenne, et puis il m'avait quand même mis à l'abri. Et donc j'ai toujours eu ce respect-là par rapport à lui. De continuer au maximum de temps avec lui parce que voilà, c'est le premier qui m'a fait aussi cette confiance là réelle et qui m'a permis voilà de prendre mon premier crédit pour mon appartement, toutes ces choses-là qui m'ont sorti un peu de cette vie un peu pas vagabonde mais un peu de je reste 6 mois là, je travaille en alternance ou je travaille avec plein de boîtes différentes en freelance et tu vois, donc t'as toujours cette incertitude d'aller chercher le travail au moment où il faut aller le chercher. Là, elle m'avait stabilisé, tu vois. Elle m'a stabilisé en me disant, Claude, voilà, maintenant t'es avec moi. T'as plus à te soucier de ce qui va se passer dans 6 mois, dans 3 mois. T'es avec moi et tu restes avec moi. Et ton salaire, il tombe tous les mois. Et quoi qu'il se passe. Et donc ça, franchement, ça a été vraiment une première à 30 ans, tu vois, avec lui. Je suis resté 15 ans avec lui, donc avec sa femme, avec sa fille. J'ai connu les petits enfants de sa fille. Enfin voilà, j'ai fait partie de la famille intégrante. Et j'avais les cartes bleues, son double de carte bleue à lui, le double de carte bleue de sa fille. Enfin voilà, je faisais des achats et tout ici. Tu vois, en fait, une pleine confiance, tu vois, et donc j'ai dû faire un choix. J'ai privilégié aussi ma famille personnelle au bout d'un moment. Ma femme elle voulait vraiment repartir dans le sud. Je gagnais bien ma vie. Ma boîte que j'avais créée en parallèle sur l'image fonctionne bien. Donc je me suis dit, sur ton image. Sur mon image, ouais. Donc je me dis c'est le moment de prendre la décision d'arrêter et de bouger dans le sud pour faire autre chose. Tu vois, moi je trouve que la vie elle marche par des cycles et comme ça et que t'es obligé, ça te re-challenge à chaque fois de renouveler ton cycle.
Et ça faisait 15 ans, c'était un bon cycle, ça m'a permis de progresser énormément. Mais voilà, et 44 ans, j'ai décidé de tout remettre en question. Donc on a déménagé dans le sud. Je vis forcément principalement de mon image, avec mes partenaires que j'ai depuis 4 ans. Tu me fais des exemples par rapport à ces partenariats? Ça fait 4 ans que je suis ambassadeur Hyundai dans le domaine du sport et de la course à pied, dans lequel ils se sont investis. Avant, ils étaient partenaires d'un club de foot pendant très longtemps, et puis ils se sont mis dans la course à pied en cherchant une tête d'affiche un peu plus populaire pour porter un peu le programme. Et donc ça fait 4 ans que je suis avec eux. Donc c'est un très gros partenaire que j'ai à l'année et avec lequel je suis très fidèle et que je me sens très bien dans la course à pied principalement. Et on aide les gens justement à se mettre à la course à pied en leur proposant des programmes. C'est le Run to Progress. Tu vois, il y a vraiment toute une démarche plus que de dire je suis associé à une voiture. Tu vois, c'est vraiment pas ça. C'est non, t'es associé à des valeurs. À des valeurs de dépassement de soi. Réciproques, les tiennes et celles de la marque. Emmener les gens à faire du sport, à se bouger, en les accompagnant, en leur proposant justement des ateliers comme des tests de VMA pour qu'ils apprennent à se connaître. À la suite de ça, on leur fait des programmes, on les suit sur les courses, on les accompagne. Et donc c'est tout un processus. Donc ça c'est cool. Et j'ai Iron, avec qui aussi je suis partenaire depuis 4 ans, qui est un multimarque de sport sur le net, dont Manu, un des fondateurs qui nous a quittés, qui est décédé, qui était un très bon ami à moi avec qui on avait lié en peu de temps une vraie amitié. Et donc je porte les valeurs aussi de cette marque-là depuis pas mal d'années maintenant. Et puis après voilà, après j'ai plus de partenaires aussi, peut-être plus éphémères, mais comme certaines marques comme Lego avec lesquelles je bosse souvent durant les années, mais en soi, ça me permet de garantir mon année, donc déjà au niveau financier. Et puis après, je me suis investi aussi dans la distribution des produits alimentaires de pays nordiques. On importe des produits alimentaires comme du skyr d'Islande, comme des flocons d'avoine, du riz d'avoine aussi. J'espère un jour remplacera le riz pur. On les amène de pays comme la Suède, l'Islande, comme le Danemark, et on est distributeur sur le territoire français à travers des grosses sociétés comme Leclerc, Auchan, etc. Ça, c'est mon activité un peu secondaire, mais qui deviendra probablement une activité principale dans quelques années. Opérationnel? Où je suis opérationnel, je gère surtout, moi, je fais un peu le RP++, la mise en contact, le lien, débloque quelques situations, je mets mon image à contribution également. Mais c'est un secteur qui me passionne beaucoup parce que c'est challengeant aussi déjà dans le fait de pouvoir aller démarcher les grosses boîtes et de proposer nos produits auxquels je crois, qui sont des bons produits, que les Français ne connaissent pas forcément, qu'on n'a pas chez nous. Et voilà, c'est un peu un côté healthy aussi, un côté bien-être, et voilà, donc ça sera mon activité qui, je pense, se développera de plus en plus dans l'année, mais donc voilà, pas mal d'occupations. T'as jamais essayé de faire des je sais pas si ça existe en France, en Italie. Bon, tu m'as dit Iron, donc j'ai pensé à Ironman, et en Italie, il y a le Irox qui cartonne. Ouais, ça marche bien, ça c'est à la mode, ça, depuis 2-3 ans. Ouais, parce que ça donne la possibilité un peu à tout le monde, sans avoir ses performances, de pouvoir le faire, parce que t'as 8 fois 1000 mètres, donc t'as 8 kilomètres et t'as 8 workouts. Tu peux les faire aussi en équipe et pas individuel, et puis t'as le pro et le normal. Donc ça permet à tout le monde, à des personnes comme moi qui sont pas entraînées aussi bien que toi, de pouvoir faire un bon résultat. Et t'as le Spartan, t'en as plein. Et toi, t'es un mec qui fait ça, quoi. Donc t'as montré ça à Koh-Lanta. Donc je me suis demandé si t'avais jamais pensé d'essayer de faire un brand à toi de défi, quoi, de défi, mais à la portée de tout le monde. Ça veut dire où il faut où tu donnes de l'espoir. Ça veut dire que quelqu'un doit pas être Rambo pour pouvoir le faire. Bien sûr. Après, des nouveaux concepts, il y en a plein qui viennent et qui s'ajoutent. Je dis pas qu'un jour j'ai pas pensé déjà à créer une course ou à créer un événement, mais c'est pour l'instant j'ai pas le temps et le temps et l'énergie nécessaire à y consacrer. Peut-être qu'un jour ce sera une priorité. Aujourd'hui j'ai déménagé, je m'occupe aussi de mes enfants, etc. Et j'ai déjà beaucoup d'engagement avec mes partenaires sur des événements, sur des courses aussi sur lesquelles j'essaie de bien figurer pour leur rendre la confiance qu'ils m'accordent. Mais et pourquoi pas? Après, moi, je suis ouvert à tout. J'ai toujours cette envie de faire. Donc, si des opportunités se créent, évidemment, je les écoute et puis je peux m'y lancer sans problème. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis déjà quand même assez full dans le planning.
Ouais, non, mais je pensais même avant quand tu parlais à des voyages à l'enseigne, ça se dit? Oui, mais à l'enseigne du sport où tu fais une semaine je sais pas, tu vas en Espagne à Barcelone, mais tu vas fréquenter, c'est comme quelqu'un qui aime le foot et je te fais visiter tous les stades, tout l'intérieur de ta pulsion, de ta passion. Donc je te fais visiter pratiquement par rapport au sport les endroits et tu vois, moi j'avais pensé, mais après en termes d'investissement c'est quand même très lourd, hein, mais je vais te le dire, peut-être que des auditeurs après qui le regarderont le feront. Ça peut amener vers toi quelqu'un. Oui, non, ou le contraire. Ou au contraire. Après, peu importe. Si j'avais peur de la concurrence, quoi que ce soit, on garderait tout pour nous. Mais je pense que de toute façon, il y a de la place pour tout le monde et à tout instant. Et au contraire, c'est l'offre qui apporte la demande aussi, donc plus il y en a, mieux c'est. Mais tu peux créer une chose qui marcherait bien, qui me ferait plaisir, par exemple dans le domaine du bien-être et de la santé, c'est créer, il y en a déjà évidemment, mais tu prends au pied des montagnes ou au pied d'un domaine, peu importe où, mais un espace dédié à la remise en forme où tu proposes des sorties, par exemple trail à tout niveau, débutant, moyen, confirmé, avec coach, où tu prendrais un packaging sur 4-5 jours, tu viendrais dans ce centre-là, tout est pris en charge, la nutrition avec un nutritionniste pour te faire un bilan à toi dans chaque niveau évidemment, ton bilan à toi de ce que tu recherches, te faire découvrir l'activité, te challenger, t'as évidemment tout système de récupération qui irait avec médicalement parlant, ça veut dire les bains froids, les douches froides, les massages, les kinés, etc., la prise en charge, et en fait tu te sentirais en fait comme les grands athlètes un peu ouvert à tout, c'est-à-dire tu viens, tu as des installations à disposition qui sont haut de gamme, où tu restes pendant 4-5 jours là, tu déconnectes de ton quotidien de tous les jours, de ton travail, tu es là justement juste pour prendre soin de toi, te détendre et te faire un peu, te challenger un peu sur une activité, que ce soit du vélo, de la course à pied, principalement évidemment, mais voilà, ce serait un truc qui me plairait bien, mais ça demande, si tu veux ajouter tout ça avec des belles prestations, des investissements qui sont dans les millions, donc aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais oui, ça c'est des choses qui pourraient me faire kiffer, c'est sûr. Oui, mais parce que là, tu penses déjà à ouvrir des structures, donc un grand investissement, mais peut-être faire des voyages ou aller dans des endroits qui offrent déjà ça et l'organiser par toi-même avec un public qui te suit. Tu sais, là, on a fait avec Gore-Tex et Iron, on fait chaque année Gore-Tex et Iron s'associent pour créer le Gore-Tex Experience. D'ailleurs, cette année, j'étais pas très loin de chez vous, j'étais dans les Dolomites. Et vraiment, ça offre beaucoup. C'est un émerveillement. Cet endroit, il est juste magique. Et on offre la possibilité à 4 consos de gagner ce voyage avec une athlète de la team Iron, c'est Sylvain Cusso qui vient souvent sur sur ces expériences. Et cette année, c'était moi qui étais le deuxième accompagnant. Donc 4 consos qui ont été tirés au sort. Ils sont venus, on a jaugé un peu leur niveau et en fonction de ça, on leur a proposé 4 jours de trail dans les Dolomites. On a fait 145 km et 9000 en dénivelé en 4 jours avec des nuits en refuge, etc. Et ça, c'est une expérience qui est juste formidable parce qu'on part sur 5, 6, 7 heures dans la journée en run, marche. Et de toute façon, c'est du sport, voilà. Et on partage ça tous ensemble. Et on découvre un lieu, surtout avec un guide. Et c'est super. Donc ça, c'est vraiment typiquement le style de choses que j'aime beaucoup faire. Comment tu t'entraînes? Combien de fois tu t'entraînes par semaine? Et en faisant quoi comme sport exactement? Ouais, alors je suis pas forcément celui qui m'entraîne le plus, hein. Les gens croient que je fais du sport tous les jours, mais non, loin de là. Moi, c'est vrai que je suis assez polyvalent. Je fais du sport depuis très longtemps, donc déjà mon corps est habitué déjà à un certain effort, mais ça dépend ce que je prépare en soi. Cette année, j'avais beaucoup de courses sur route et quelques courses de trail. Donc sur route, si tu veux, en fait, courir un marathon demain, je peux le courir sans m'entraîner, c'est pas un problème, je vais le finir et y a pas de souci. Sans t'entraîner, tu fais 42 kilomètres. Je peux le faire demain matin sans m'entraîner et ça va passer. Mais après, si tu veux faire un chronomètre sur la route, si le chronomètre que tu veux faire, il faut t'entraîner. Il n'y a pas de secret. Si tu veux faire moins de 3 heures sur le marathon, il faut que tu fasses des séances spécifiques et elles passeront pas si tu les fais pas. Et ça, c'est une chose certaine. Donc, ça dépend de l'objectif de l'année. Ça dépend de la course. Mais en règle générale, je m'entraîne 3 fois par semaine minimum, voire 4. Course à pied, vélo, plus un peu de renfo et du plaisir. Voilà, j'essaie de faire tous les jours quelques petites routines qui me prennent pas beaucoup de temps, 5-10 minutes, que ce soit un jour des abdos, un autre jour des squats, un autre jour des tractions. Et voilà, et je pense que tout cumulé suffit à maintenir mon niveau physique à un certain degré. Et puis si demain j'ai un objectif précis, j'affinerai en fonction de l'objectif et je changerai mon entraînement en fonction de. Ton physique t'a donné des infos sur le fait que t'es 45 ans ou il marche parfaitement bien comme toujours?
C'est toujours difficile de répondre à cette question. Le physique à 45 ans, il est encore bon et il progresse encore. Il faut pas l'oublier que peu importe d'où l'on commence et à n'importe quel âge à laquelle on le fait, notre physique il progressera. Après, arriver à un certain niveau, forcément, ça sera plus difficile en fonction de l'âge d'obtenir les résultats. Mais tu t'amélioreras toujours. Et c'est sûr que une personne qui a toujours fait du sport, un jour ou l'autre, arrivera sur la pente où il sera un peu moins fort physiquement. Au jour d'aujourd'hui, je pense que je suis plus fort encore qu'il y a 5 ans. J'avais ouvert une parenthèse et je voulais la compléter par rapport à la popularité. T'as fait 4 Koh-Lanta, après lequel des 4 t'as commencé à être reconnu et apprécié par les gens? 2010, on n'avait pas tous les réseaux sociaux. C'était le début un peu de Facebook, tout ça. Donc, il n'y avait pas la résonance sur les réseaux qu'on a aujourd'hui. Mais dans les rues, c'était déjà reconnu et apprécié. J'avais cette double image en 2010, l'image du trentenaire sportif et tout que les gens avaient pu voir sur Koh-Lanta, mais aussi autoritaire parce que j'avais dirigé mon aventure, j'avais été assez peut-être parfois dur sur le camp et tout, mais comme c'est forcément condensé, c'est plus facile de se faire une idée sur ce qu'on voit, sur la généralité. Mais c'est des choses que tu acceptes parce que moi j'ai toujours dit je suis jamais revenu en conflit sur la diffusion, sur ce qui avait été montré ou quoi que ce soit, parce que à contraire, certains l'ont fait, mais j'ai accepté d'y aller, j'ai accepté les conditions, peu importe après si vraiment ça avait été différent peut-être, mais c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui a été montré. Après, c'est forcément ce qu'on en sait, les gens ne le savent pas. 2012, je reviens, 2 ans après, je refais le jeu, je vais encore en finale. Les réseaux, c'est toujours à peu près les mêmes, ça n'a pas forcément évolué. Peut-être un peu Twitter qui commence à arriver, je sais plus, mais j'ai toute une partie qui m'adore, tous ceux qui sont plus dans le dépassement de soi, etc. Des personnes qui sont peut-être un peu plus réservées, etc., qui me trouvent un peu autoritaires, ça peut peut-être un peu les freiner en disant ouais, mais en fait il est peut-être imbu de sa personne, etc., etc. Alors que en soi, s'ils me connaissent vraiment, ils sauraient que non. Mais c'est l'image qu'à en te regardant à travers un écran, ou quand ils te rencontrent dans la rue? Non, à travers l'écran, c'est l'image qui transparaît à l'écran. Mais c'est sûr qu'il y a tellement de personnes qui m'ont dit mais Claude, en fait, c'est le contraire. C'est pas du tout l'image qu'on a de toi à l'écran, de la personne qui était dans la vie de tous les jours. Mais ça, je l'accepte, ça fait partie du jeu. Pareil, c'est comme ça. Et puis 2010, donc là, il se passe 7 ans avant que je revienne. Je reviens en 2019. Là, je reviens dans un nouveau contexte. Je suis papa. Je sais passer 7 ans, 8 ans avant la dernière, donc j'ai une forte envie aussi de renouveler cette aventure. De te remettre en jeu. Voilà. Et j'arrive dans un nouveau jeu, je vais au bout, je me dépasse, je prends du plaisir à le faire, etc. Finalement, je gagne pas. La diffusion se fait au moment du Covid. Donc là, sur les télés, sur les chaînes de télé, il n'y a pas grand-chose en programme qui arrive. Il y a Koh-Lanta. Et c'est quasiment le seul qui est un peu d'actualité. Tous les autres, c'est des films qui sont remis comme ça, mais voilà, il n'y a pas de jeu. Et là, en fait, je pense que ça apporte une bouffée d'air frais aux gens, de pouvoir s'échapper de leur chez eux, de leur confinement, d'être à l'intérieur cloisonné, de voir quelqu'un sur une île se dépasser, se faire un peu malmener par les équipes, parce que je suis un peu tout seul dans le jeu contre les autres, et les gens se prennent d'affection pour moi, et donc ceux qui m'aimaient déjà, ils ont continué à m'aimer, et ceux qui m'avaient un doute par rapport à mon comportement ou ce qu'ils avaient pu voir change d'avis, et là grosso modo je fais l'unanimité, tout le monde m'adore, et le jeu se termine, je gagne pas, il y a des cagnottes qui se créent, il y a plein de trucs parce que les gens veulent je sais pas, sont pris d'affection pour moi et veulent me le faire savoir, et donc c'est vrai qu'il y a un élan affectif qui se met en place. En soi, moi, je suis content, mais j'ai toujours été un peu étrange par rapport à ça, parce que j'ai jamais été fan, moi, de quelqu'un. La fan attitude ou idolâtrer quelqu'un aussi fort que certains ont pu le faire avec moi, c'était surprenant pour moi.
Après, comme je l'ai dit, ma femme m'a toujours dit, Claude, il faut que tu acceptes que t'as rendu les gens heureux et tu leur as procuré peut-être à certains un envie de dépassement, un renouveau, tu les as inspirés. Donc ça, faut que tu l'acceptes et faut que tu en sois conscient. Donc de surcroît, maintenant, je le vis bien, tu vois, je l'ai toujours bien vécu. Mais c'est vrai que des fois, je me disais, putain, mais j'ai pas inventé de vaccin, rien. Pourquoi je mérite pas tant de reconnaissance que ça? Donc ça, et depuis, il s'est créé Instagram, il s'est créé Twitter, il s'est créé tout le monde. Donc là, tous les réseaux sociaux sont unanimes pour me mettre en avant. Et c'est là que ma popularité explose réellement. Parce qu'avant, j'étais connu, surtout des fans du programme. Et cette fois-ci, je deviens connu de la France entière. Donc c'est plus pareil. J'ai des sportifs de haut niveau, j'ai des hommes d'État, enfin pas des hommes d'État, mais des politiciens. Enfin, vraiment, j'ai des acteurs, j'ai vraiment tout le panel qui me félicitent ou qui m'envoient un message ou en tout cas qui m'ont vu. Donc on rentre dans un autre contexte. D'un côté émotionnel, ça a été une année très importante, ouais, heureuse ou le contraire parce que c'était trop et t'étais pas habitué? Non, mais moi j'ai toujours vécu les choses assez paisiblement, mais c'est vrai que beaucoup de sollicitations, faire attention parce que moi je suis pas né de la dernière pluie, je suis pas arrivé hier, donc j'ai pas 20 ans, donc je fais mon recul pour analyser si c'est opportuniste, si c'est vraiment pleinement affectif, les sollicitations, et je fais le tri. Donc j'essaie de pas justement me pervertir et de me laisser aveugler par cette vague, ce tsunami affectif qui arrive, parce que dedans forcément des fois il y a de l'intérêt. Merci Claude, on a terminé. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Parce que quand tu as fait la pré-interview, je suis le papa poule, je crois. Ton fils Marceau vient dans tes bras, tu parlais d'Andrea, elle lui disait parle de moi, et après il s'est endormi dans tes bras, et toi tu t'en es même pas rendu compte, tu étais tellement à ton aise avec ton fils dans tes bras. Donc pour moi c'est très beau de voir l'amour père et fils, mais même mère et fils, mère et fille. Et je voulais savoir, qu'est-ce que ça a amené dans ta vie, avoir des enfants? Est-ce que tu as réalisé? Ça m'a fragilisé. Ça m'a fragilisé. Ben oui, mes enfants, c'est la plus belle des choses. Franchement, c'est vraiment le seul truc qui peut me faire pleurer, c'est les gosses. Je ne saurais pas te dire pourquoi. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amour pour eux, mais tellement d'amour que des fois je me dis, ah mais... toi, le premier fils que j'ai eu, Andrea, je l'ai quasiment tout le temps eu. Tout le temps, ma femme, au début, elle a eu des complications un peu après l'accouchement, donc c'est moi un peu qui l'ai pris en charge. Mais c'était naturel pour moi, toi, de le prendre dans mes bras, de m'occuper de lui. Enfin, j'ai jamais hésité à changer une couche, j'ai jamais hésité à rien avec lui, tu vois, tout était naturel. Et je sais que je peux m'en occuper tout seul en vrai. Et des fois, je suis même un peu trop à l'aise avec eux, etc. Et j'avais dit à ma femme, quand on a eu le deuxième, je dis, si on en fait un deuxième, j'ai peur de ne pas l'aimer autant que le premier en vrai. Et en fait, je crois que je l'aime grave le deuxième aussi. C'est ça qui est ouf. Et non, mais ils sont tout pour moi en fait. Aujourd'hui, en fait, c'est ma vraie victoire, c'est ces deux garçons qui sont là. Pourquoi t'es ému quand tu parles de tes enfants? Je sais pas. Tu sais pas quelle corde ils touchent? Ouais, exactement, je sais pas.